Salut à tous, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'investissement en bourse mais que vous ne savez pas où commencer. Donc voilà, cette vidéo va vous servir de guide. On va voir pendant voilà, à peu près 45 minutes ensemble comment faire ses premiers pas en bourse, comment ça se passe, comment on achète, qu'est-ce qu'il faut analyser. Donc ça va être une vidéo voilà, vraiment d'introduction où on va essayer de démystifier la bourse, de décortiquer tout ça et de simplifier au maximum pour que en partant de zéro, vous puissiez faire voilà, votre première stratégie, vous construire un portefeuille. Je préfère préciser, bien sûr, que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite également à rester voilà, concentré le plus possible, si nécessaire, voilà, à mettre en pause certains passages pour vraiment assimiler tout ce que je vais dire. Si possible également, voilà, repasser certains moments, puisque comme ça va être une vidéo d'introduction, on va essayer de synthétiser au maximum et donc tout ce qui va être dit sera extrêmement important. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un peu de temps à regarder la vidéo en plusieurs fois. Dans tous les cas, je vais essayer de segmenter la vidéo par chapitre pour que ce soit beaucoup plus digeste parce que voilà, je sais que à certains moments je vais aller vite. Ça va être une vidéo où il va y avoir beaucoup d'informations, donc je vais essayer de voilà, vous segmenter tout ça pour que ce soit le plus simple à lire. Voilà. Très simplement, moi je me présente, c'est Quentin pour ceux qui voilà, regardent, qui tombent sur cette vidéo pour la première fois. Donc je m'appelle Quentin. Je suis étudiant en comptabilité et en finance. J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus il y a 2 ans et demi que j'ai mis à jour depuis, qui sera dans le lien dans la description. Je suis tout simplement passionné par les marchés financiers et par l'investissement de manière générale depuis 3 ans. Voilà, je discute avec pas mal de gens sur les réseaux. Je suis quotidiennement les marchés. J'investis également mon argent. Et enfin, ben voilà, j'ai cette chaîne YouTube qui me permet de communiquer et voilà, de partager mon savoir et également d'apprendre des autres via l'espace commentaire. On va voir dans cette vidéo plusieurs sujets. Donc, on va commencer par une introduction et l'utilité de la bourse ainsi que les notions essentielles. On va suivre avec la performance. On va parler ensuite de l'investissement passif indiciel, ce que l'on appelle les ETF. Vous avez sûrement dû en entendre parler. On va parler du dividende qui est souvent très mal interprété et qui est voilà, très dangereux quand on ne le maîtrise pas. On va suivre également avec des leçons de finance et de compta. Voilà, je sais que vous commencez déjà à soupirer, mais on va essayer d'être le plus clair, le plus simple possible pour pas que vous soyez perdu tout simplement. On va passer également à la valorisation et à l'analyse d'un business. C'est quelque chose qui est aussi très très intéressant, vous allez voir. Et ensuite, voilà, après le reste, vous voyez directement à l'écran. Voilà, on va parler des stratégies, de différentes classes d'actifs, l'horizon de temps, la construction du portefeuille, l'analyse technique. On va pas trop rentrer dedans puisque notre but à nous, c'est d'investir sur du long terme, c'est pas de faire du trading. Si vous êtes là pour faire du trading, voilà, je pense que vous vous êtes trompé de vidéo puisque ça va pas être le but de celle-ci. Et enfin, voilà, on finira par voilà, les livres, les chaînes YouTube que je vous recommande, mes erreurs et également quel courtier et quelle fiscalité utiliser pour investir en bourse, tout simplement. On va commencer par l'introduction. Très simplement, à quoi sert la bourse? La bourse, ça sert à financer. Imaginons que vous êtes une entreprise qui s'appelle Apple. Vous avez un projet de développer un nouvel appareil, imaginons voilà, l'iPhone 17, il vous faut quoi? Il vous faut une usine pour le fabriquer. Donc, soit vous allez lever de la dette, alors soit vous empruntez par exemple à la banque, vous leur demandez j'ai besoin d'1 milliard pour fabriquer une usine, soit vous allez émettre une obligation, c'est un produit financier qui vous permet de rapporter de l'argent, soit tout simplement vous allez être introduit en bourse et donc vous allez laisser des investisseurs avoir accès à des parts de votre capital, par exemple si Apple a 10 parts sociales ou 10 actions, ben, elle va pouvoir être mise en bourse pour que les investisseurs aient accès à ces parts et ensuite aient droit à tout simplement des droits de vote et également à des dividendes. L'introduction en bourse, ça permet quoi? Ça permet de constituer de l'argent, de ramasser du capital pour le dégager, le réinvestir ailleurs. Maintenant qu'on a défini voilà, à quoi servait la bourse, qu'est-ce que c'était une introduction en bourse, la différence entre le marché secondaire et le marché primaire. Vous avez sûrement dû entendre des gens qui vous disent que en fait, quand on investit dans par exemple Apple ou Total Energy, on soutient le pétrole, on fait un doigt d'honneur à la transition écologique. En fait, il faut faire la différence entre le marché primaire. Le marché primaire, c'est lorsque les actions sont émises pour la première fois. Donc, vous comprenez que c'est le cas d'une introduction en bourse. Lorsqu'on s'introduit en bourse, on émet des actions pour que des investisseurs les achètent pour la première fois. Voilà. Maintenant, le plus gros du marché, en fait, où s'échangent toutes les actions, c'est le marché secondaire. Le marché secondaire, tout simplement, c'est quand vous achetez ou revendez une action qui a déjà été émise, tout simplement. Voilà. Et ça, ce marché secondaire-là, c'est globalement 99,999% des actions qui sont échangées et achetées chaque jour. Voilà. Donc en fait, quand vous achetez par exemple des actions de la société Total, en fait, vous ne soutenez pas directement, en fait, vous ne donnez pas de l'argent à l'entreprise.
l'entreprise, en fait, elle reçoit de l'argent uniquement quand elle émet des actions pour la première fois et que des gens les achètent. Mais lorsque, par exemple, voilà, vous achetez des actions de Total Energy, des actions de Apple, Apple, en fait, ne va pas recevoir, imaginons que là, le cours de bourse est autour de 200 $, Apple, en fait, ne va pas recevoir 200 $ dans sa poche parce que vous achetez une action. Ça, c'est le cas uniquement lorsque voilà, l'action est émise pour la première fois. Là, elle va recevoir l'argent effectivement, mais lorsque l'action a déjà été émise, en fait, il ne va pas y avoir de transfert d'argent. Voilà, c'est juste que du coup, vous allez récupérer l'action qui a été émise pour la première fois. Voilà, tout simplement, marché primaire, marché secondaire, c'est des concepts assez simples, mais voilà, qui peuvent parfois être mal compris et qui sont souvent en plus mis sur le devant de la scène politique pour des raisons voilà, diverses et variées. Maintenant, ce qu'on peut aborder, c'est les places de cotation. Vous le savez, il y a différentes places de cotation. Les actions françaises sont cotées en France majoritairement. Les actions américaines sont cotées aux États-Unis, vous vous en doutez. Et donc ça, en fait, elles sont cotées dans tout simplement une place de cotation ou ce qu'on appelle une place financière, un échange financier. Donc, il y en a plusieurs en Europe principalement. Donc, vous avez Euronext, Euronext qui regroupe la bourse française, la bourse belge, la bourse néerlandaise ainsi que d'autres bourses. Donc par exemple une action Total ou LVMH va être cotée chez Euronext. Euronext c'est la place de cotation. Aux États-Unis, on a par exemple le NYSE, donc le New York Stock Exchange, là aussi c'est une place de cotation. Et en fait, vous voyez que principalement, voilà, en fait, les deux plus grosses bourses, donc c'est-à-dire les deux plus grosses places de cotation où sont cotées en fait les plus grosses entreprises, bah, c'est principalement deux places américaines. Donc vous avez le Nasdaq ainsi que le NYSE. Donc en fait c'est là que voilà en fait quasiment tout se passe et vous le verrez un peu plus tard, mais en général les bourses européennes par exemple ou même asiatiques ont tendance à suivre en fait les mouvements des cotations, enfin des places de cotation américaines parce qu'en fait c'est là où il y a tout le volume et donc voilà par effet d'attraction les États-Unis influencent en fait le reste du monde. Voilà, donc ça, voilà, on a vu les places de cotation. Maintenant, un concept qui est très très important également et qui est en fait quasiment le plus fréquent lorsque l'on parle d'une action, c'est sa capitalisation boursière. En fait, ça mesure tout simplement en fait le prix d'une action multiplié par le nombre d'actions de l'entreprise qui sont en circulation. Ça veut dire que, imaginons, vous avez Total Energy, exemple fictif, hein, qui a 10 actions et que chaque action vaut 1 euro, bah, tout simplement, vous comprenez le calcul, vous multipliez les actions par le prix et ça vous donne donc la capitalisation boursière. Et la capitalisation boursière, en gros, c'est le prix, par exemple, que l'on devrait payer si on veut racheter toutes les parts de l'entreprise pour, du coup, l'intégrer à notre entreprise à nous. Voilà. Donc ça, c'est un concept qui est assez intéressant. Actuellement, la plus grosse capitalisation boursière mondiale, c'est Nvidia. Alors, c'est que depuis un an, pour ceux qui suivent un peu les marchés, il y a plusieurs entreprises qui se tirent un peu la première place pour la première place de plus grande capitalisation mondiale. Alors, pour ceux qui suivent un peu les marchés, vous savez que depuis un an, en fait, vous avez un trio qui se bat un peu pour avoir la première place dans le classement des capis boursières. Vous avez donc Apple, Nvidia et Microsoft en fait qui fluctuent du coup au gré des résultats qui sont publiés et tout simplement de l'environnement économique. Mais là actuellement c'est Nvidia qui a la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Donc je vais vous montrer ici parce que là sur l'autre graphique c'était pas actualisé. On est autour voilà, de 3600 milliards de dollars. Donc c'est à titre de comparaison, même si c'est absolument pas comparable, ça vaut en gros plus que le PIB de la France. C'est-à-dire que voilà, avec le PIB de la France, on pourrait même pas racheter la totalité de Nvidia. Et pour vous donner voilà, un ordre de comparaison, donc c'est des entreprises qui sont vraiment énormes et ça c'est des entreprises qui sont américaines. Alors il faut savoir que au total en fait les marchés boursiers globaux, donc tous les pays réunis, hein, pays développés, pays émergents, en fait pèsent 86 000 milliards de dollars. Donc voilà, la totalité des entreprises cotées en bourse représente 86 000 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez important. On va regarder ici la décomposition au niveau des pays. Donc vous voyez qu'en fait, les États-Unis représentent environ 2 tiers des marchés boursiers au monde, suivi du Japon, environ 5%, le Royaume-Uni, 3%, ainsi que le Canada. La Chine pèse pas grand-chose au final. Vous voyez, vous avez que 2,6%, alors que c'est quand même une économie qui est quand même assez développée. Hein. On a un PIB qui est, après ça dépend de comment vous le prenez, si vous le prenez à parité de pouvoir d'achat ou en nominal, mais une économie qui est extrêmement forte et ça pèse que 2,6%. Alors pourquoi est-ce que les États-Unis ont une part aussi importante dans les marchés boursiers? Tout simplement parce que c'est une économie qui est extrêmement capitaliste et deuxièmement c'est principalement dû au système de retraite en fait. Donc tous les épargnants en fait investissent en actions pour leur retraite et ça forcément ça pousse les marchés et notamment les valorisations, un élément dont on parlera plus tard, vers le haut. Voilà. Et pour l'indication, donc, enfin pour l'information, en France, on est autour de 2,5%, quelque chose comme ça, de la
la capitalisation boursière mondiale, et l'Union européenne au global doit être autour de 15%. Voilà. Maintenant, on a vu que les marchés boursiers, ça représente 86 000 milliards de dollars, mais combien ça représente au sein des autres classes d'actifs, puisque les actions, c'est une classe d'actifs, mais vous avez également la dette, donc le marché de la dette, hein, les obligations, vous avez également l'or, vous avez également l'immobilier, et également voilà, d'autres classes d'actifs comme les crypto-monnaies. Donc, les actions, ça pèse environ 90 000 milliards de dollars. La dette, c'est un marché qui est encore plus gros. Alors ici, c'est des chiffres qui datent de 2021, donc voilà, il y a eu des fluctuations, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. La dette, c'est un marché qui est encore plus développé, il y a environ 120 000 milliards de dollars. Et enfin, le plus gros marché, c'est le marché immobilier, donc le marché voilà, immobilier physique, hein, qui pèse quasiment le triple des obligations, qu'on est autour de 326 000 milliards de dollars, donc c'est vraiment énorme. Et après, vous avez l'or à 12 000 milliards et les crypto-monnaies, donc là, à mon avis, ça a dû un peu augmenter hein, depuis 2022. Mais voilà, donc vous voyez quand même que les actions, ça reste quand même un gros marché et que le plus gros, c'est l'immobilier, donc en fait, c'est du non-coté. Voilà, tout simplement. On va passer à la suite. Donc les indices boursiers. Donc en fait, à quoi servent les indices? Tout simplement à traquer en fait la performance des actions d'un pays, d'une zone géographique, d'un secteur ou voilà, en fonction d'un thème d'investissement. Donc les indices boursiers, c'est des indices qui sont extrêmement suivis. Ici, je vous prends le MSCI World, donc c'est un indice dont on parlera, vous inquiétez pas, au cours de la vidéo. C'est un indice en fait qui regroupe les actions de plusieurs pays développés. Au total, on en a 23. C'est un indice qui est très diversifié, qui en fait prend en compte 1400 actions, donc qui suit 1400 actions. Les indices boursiers, donc on l'a dit, ça permet de mesurer la performance. Et globalement, en fait, la performance d'un indice comme le MSCI World sur 37 ans environ est de 8,56%. Donc 8,56%, qu'est-ce que c'est? C'est la performance avec les dividendes qui sont réinvestis dans l'indice. Vous le savez, une action, ça peut verser un dividende ou non. Et lorsque, on en parlera juste après, elle verse un dividende, soit en fait vous gardez ce dividende-là, soit vous pouvez le réinvestir. Et donc le calcul de cet indice-là, en fait, réinvestit les dividendes en fait dans chaque action qui verse des dividendes. Donc ça permet en fait voilà, de faire croître l'indice plus vite. C'est juste une méthode de calcul assez différente. Donc voilà, très simplement, on ne rentre pas dans le détail tout de suite, on en parlera après. Vous avez le MSCI World, qui est un indice très très suivi et assez large, hein, puisque en fait vous avez des États-Unis, mais vous avez aussi des pays d'Europe, du Japon, etc. Et sinon, l'indice le plus suivi au monde, c'est le S&P 500. Donc c'est l'indice américain qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc un indice qui est très très performant. On le voit hein, pour ceux encore une fois qui suivent la bourse que les États-Unis depuis quelques années mènent la danse au profit de l'Europe. Donc ça s'explique pourquoi, tout simplement parce que les flux des épargnants, donc les flux voilà, des épargnants en fait se dirigent principalement vers les marchés américains, ce qui pousse logiquement la performance des indices. Pour vous donner un ordre d'idée également, le S&P 500, c'est l'indice boursier qui a la meilleure performance sur le long terme. On est environ depuis 1950 autour de 9-10% par an de performance. Vous avez sûrement dû voir ce genre de graphique-là qui vous montre en fait la performance sur le long terme donc, de l'indice S&P 500. Donc depuis 1960, ça fait quand même 60 années. Donc 60 années en général, c'est largement suffisant pour voilà, faire des études sur du long terme et prouver la performance d'un actif. Et donc en moyenne, voilà, ça vous réalise une performance environ de 10% par an. À savoir que là, donc, les 10% par an, ils sont obtenus avec le réinvestissement des dividendes au sein de l'indice. Et en retirant l'inflation, on tombe à 6%. C'est là que vous voyez que même en choisissant un placement qui est rentable, vous voyez en fait l'importance d'investir parce qu'à quel point l'inflation du coup vous fait perdre du pouvoir d'achat. On a fini avec les principaux indices boursiers au monde. Voilà, on aurait pu parler du CAC 40 également, qui est un indice très très suivi par les Français, mais en fait globalement c'est pas forcément l'indice le plus intéressant pour nous et d'ailleurs il est très très peu suivi à l'international. D'ailleurs, en parlant de la performance des différents actifs, donc je vous disais voilà, le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, hein, donc c'est la courbe rouge ici, c'est tout simplement le plus performant, donc c'est la plus performante des classes d'actifs sur les 30 dernières années. Ensuite, on retrouve les obligations souveraines, donc en gros les obligations d'État, avec les coupons réinvestis. Vous voyez donc par contre que la courbe est beaucoup plus stable, tout simplement parce que les obligations en fait ont une volatilité bien inférieure aux actions. C'est aussi le prix du coup d'une performance plus faible. Vous le voyez ici, c'est la courbe en verte, donc c'est moins performant que les actions.
Et enfin, vous avez le livret A, donc le livret A qui tout simplement, voilà, c'est en vert clair, hein, vous le voyez ici, donc c'est un truc hyper stable, mais qui rapporte encore moins. Et enfin, on retrouve l'or qui, vous le voyez ici, hein, en orange, hein, vous le voyez, a une courbe assez particulière, puisque bah, ça dépend en fait de facteurs assez particuliers, notamment les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt auxquels on va retrancher l'inflation. Ça dépend également, voilà, de l'utilisation, de la quantité qui sont minées chaque année. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué à décrire en fait le prix de l'or. Donc voyez ici les différentes classes d'actifs et leurs performances. Bien sûr, hein, on part d'un point d'indice 1 et forcément si vous arrivez à 2, c'est que vous avez été multiplié par 2. Si vous arrivez à 9, c'est que le prix a été multiplié par 9 au bout de 30 ans, etc. etc. Donc voilà, la classe d'actifs la plus performante sur les 30 dernières années et globalement de manière générale depuis 100-200 ans, ça reste les actions, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle. Maintenant que l'on a parlé des différents indices boursiers, de la performance, on peut également regarder la performance région par région, donc on va principalement regarder 3 régions. La première c'est les États-Unis, alors je pense que vous en doutez du coup, c'est la région, encore une fois, on va comparer depuis 1987, puisque ce sont les données qui nous sont fournies par MSCI. Donc MSCI, c'est un leader dans l'information financière. Tout simplement, voilà, l'indice boursier MSCI USA qui traque en gros quasiment comme le S&P 500, sauf que là, on est sur 600 entreprises suivies, donc voilà, à 100 entreprises près, en fait, ça ne change pas grand-chose. On a une performance boursière de 11,35%. Alors, pourquoi on a une performance aussi importante? On avait dit que c'était plutôt de l'ordre de 10% par an en moyenne. Et bah tout simplement parce que vous avez eu une période, voilà, des périodes d'expansion qui ont été très importantes. La date en fait de début à laquelle voilà, on prend l'information est assez avantageuse. Et surtout, on va comparer ça ensuite aux autres régions. Bah, les États-Unis, on l'a dit, ça reste toujours un pionnier dans l'innovation. C'est là qu'on retrouve les meilleures entreprises, la meilleure croissance, la meilleure rentabilité. Voilà. Donc on a les meilleures performances boursières à long terme. Au contraire, on regarde par exemple l'Europe avec l'indice ici MSCI Europe, on a une performance qui est beaucoup plus faible, autour de 8% par an. Je précise ici que les performances annoncées sont dividendes réinvestis, encore une fois. Donc là, vous voyez bien qu'il y a quand même un gros gap puisqu'on a environ 3,5% de performance annuelle en moins par rapport au MSCI USA. Donc vous avez quand même un joli gap en fait qui n'est pas comblé, du coup vous avez quand même un joli gap. Et donc, encore une fois, MSCI Europe, à quoi attribuer la sous-performance? Bah, tout simplement, voilà, à une région économique moins robuste, qui est moins dynamique. Et surtout, l'écart se creuse en fait depuis 2007. Pourquoi? Puisqu'en fait, après 2007, comme vous le savez, il y a eu une crise financière. En fait, les États-Unis ont appliqué une politique de relance économique et donc ils ont relancé énormément d'argent dans les économies, enfin dans les marchés, dans l'économie. Donc ils ont injecté beaucoup d'argent et au contraire, l'Europe, elle, a suivi une trajectoire complètement différente puisqu'ils ont fait une politique d'austérité, c'est-à-dire qu'en fait, on coupe les dépenses, on coupe les recettes. Donc le problème, en fait, c'est que il y a eu un énorme gap en fait de croissance entre les deux, puisque les États-Unis, certes, ont eu des niveaux de dette qui ont augmenté, mais pour le coup, la situation s'est beaucoup améliorée, s'est très rapidement améliorée, alors que l'Europe, elle, a patiné et c'est depuis en fait 15 ans environ qu'on voit qu'il y a quand même un gros gap en fait de performance et que les États-Unis sont leaders et sont bien plus performantes que l'Europe. Et maintenant, bah, vous le voyez, hein, pour les prochaines années, l'Europe, en fait, avec toute la réglementation, vous le voyez bien, l'Union européenne n'est absolument pas pro-business. Il y a beaucoup de réglementation, alors qu'aux États-Unis, bah, avec les taux de taxation qui sont beaucoup plus faibles, les possibilités de business qui sont voilà, bien plus grandes, vous avez en fait de fortes chances en fait, d'avoir une région qui sera moins dynamique sur l'Europe plutôt que les États-Unis qui, elles, continuent à avancer. Et ça, c'est très bien, enfin, c'est largement vérifié par les estimations de croissance du PIB qui sont largement favorables aux États-Unis plutôt que sur l'Europe où, encore une fois, voilà, on cale un peu, on ralentit. Maintenant, le troisième indice boursier dont je voulais vous parler, c'est le MSCI World. Alors, qu'est-ce que c'est la spécificité du MSCI World? Tout simplement, c'est un indice en fait qui investit uniquement dans des pays développés. Donc voilà, vous faites une croix sur tout ce qui est pays africains, pays d'Amérique du Sud, les pays asiatiques, hormis le Japon. Donc vous avez principalement en fait des États-Unis. Voilà, ici je vous mets donc le camembert, voilà, le joli diagramme circulaire avec la forte surpondération des États-Unis, puisque les États-Unis en fait composent 74% de l'indice. L'indice d'ailleurs, comment est-ce qu'il est constitué? Tout simplement par capitalisation boursière, c'est-à-dire que si vous avez Apple en fait qui pèse 3600 milliards de dollars, quelque chose comme ça, bah forcément, vu que c'est une des entreprises
les plus importantes au monde, elle va avoir une grosse pondération au sein de l'indice et donc les variations boursières de Apple seront bien plus importantes que les variations boursières d'une toute petite entreprise. On peut dire par exemple Crocs aux États-Unis. Donc c'est par capitalisation boursière. Ici, vous voyez, je vais vous mettre voilà, le top 10 des compositions, des constituants. Donc vous voyez principalement des entreprises américaines, si ce n'est que des entreprises américaines. Donc vous avez Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, etc. Donc ce qu'on appelle les GAFAM ou les 7 magnifiques. Donc c'est principalement des entreprises de croissance voilà, qui ont une forte rentabilité, des niveaux de dette maîtrisés et surtout voilà, une belle croissance, une belle dynamique. L'indice MSCI World, quelle est sa particularité? C'est donc tout simplement d'investir en fait non seulement en Europe, non seulement aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, donc Canada, Australie, mais également le Japon. Donc en fait, cet indice-là, il est beaucoup plus diversifié que l'indice Europe, puisqu'il prend en compte donc des pays extra-européens. Il est plus diversifié également que l'indice S&P 500, on l'a dit, qui était exclusivement américain. Donc en fait, ça vous permet d'être investi avec cet indice-là dans en fait toutes les entreprises du monde globalement, du monde de pays développés, encore une fois. Maintenant qu'on a parlé des indices boursiers, je pense que le parallèle est fait pour parler des ETF. Les ETF qui sont une partie importante maintenant de l'investissement en bourse. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement un ETF, c'est un produit financier. Alors voilà, ne vous inquiétez pas, on va détailler un peu plus, mais tout simplement un produit financier qui va répliquer la performance d'un indice boursier, tout simplement. Donc vous avez des ETF sur le CAC 40. Je vais vous montrer ça tout de suite, tout simplement. On va aller sur Boursorama, donc on va taper par exemple, voilà, ETF CAC 40. Ici, donc, je vous ai mis sur la page Boursobank, donc pour acheter tout simplement un ETF. Voilà, il y a des informations de partout. Concentrez-vous surtout sur ce que voilà, je vais souligner et ce que je vais dire. Tout simplement, là, ici, vous avez la fiche produit d'un ETF, tout simplement. Donc l'ETF, voilà, il va répliquer la performance d'un indice boursier et donc le cours de bourse de ce produit-là, puisqu'il est coté en bourse tout simplement. Il y a des gens qui l'achètent, d'autres qui le vendent. Le cours de bourse de ce produit-là va tout simplement répliquer la performance d'un indice boursier. Donc si votre indice sous-jacent, donc l'indice qui est suivi par l'ETF, il fait par exemple voilà, 50% sur 5 ans, et bien globalement en fait votre ETF il aura quasiment voilà, la même performance. Il faut savoir que du coup les ETF vous payez des frais forcément, puisqu'il va y avoir une équipe de gestion qui va acheter et vendre les actions pour suivre du coup l'indice boursier. Mais l'avantage des ETF, il y en a deux. Le premier, en fait, c'est que les ETF en fait, sont beaucoup moins chargés en frais que les fonds actifs, puisque un fonds actif, par exemple, c'est souvent ce que vous avez dans les assurances-vie. Ça va être des fonds qui vont être gérés activement, donc il va y avoir une stratégie d'investissement qui vont donc nécessiter une équipe de gestion avec un manager senior, voilà, des juniors qui vont faire des travails d'analyse, du travail d'analyse sur des valeurs, travail sur des secteurs, sur la macroéconomie en général. Donc en fait un fonds actif ça va demander beaucoup plus de frais et forcément en fait les frais ça a quand même un gros impact sur votre performance. Je pense que si vous avez des épargnes salariales, des assurances vie, vous vous rendez compte en fait globalement que les frais vous bousillent complètement votre performance. Donc là, l'intérêt des ETF, c'est de minimiser cet impact des frais pour avoir la meilleure performance nette de frais, tout simplement. Donc ça, c'est le premier impact, avoir moins de frais. Deuxièmement, je vais vous montrer plusieurs études, notamment l'étude Spiva, qui est quand même assez connue des investisseurs particuliers. Ici, donc, vous avez l'étude Spiva, donc c'est une étude, voilà, comme je disais, qui est très très connue. Tout simplement, qu'est-ce que c'est le but de cette étude? C'est de montrer en fait à quel point les fonds actifs, donc les fonds professionnels, donc voilà, vous en avez plein. Vous avez Rothschild par exemple qui font des fonds d'investissement. Vous avez Lazard, Frères, vous avez JP Morgan. Donc ces entreprises-là, donc elles font des fonds qui sont ensuite cotés en bourse. Ces fonds-là, en fait, très souvent, ils ont du mal en fait à faire mieux que l'indice suivi. C'est-à-dire que par exemple, moi, je crée mon fonds d'investissement, je l'appelle Quentin Invest France. Mon but, ce sera quoi? Ce sera de faire mieux que le CAC 40. Le CAC 40, indice français de référence qui est composé de 40 actions. Jusque-là, vous me suivez. Donc, mon but, moi, c'est de faire mieux que cet indice-là. Sinon, vous n'auriez aucun intérêt à payer pour mon fonds pour avoir moins de performance qu'un indice. Voilà, ça paraît logique. Donc, mon but, c'est de faire mieux. Et en fait, on remarque ici que souvent, même les professionnels que vous allez payer, qui ont fait des études, qui ont des informations supplémentaires face à vous, en fait, ont du mal à faire mieux que les indices. Donc, l'intérêt, il est où en fait dans le fait d'acheter des fonds actifs? C'est ça la question. Donc, tout simplement, vous voyez ici sur ce graphique-là que là, alors c'est en pourcentage de fonds chaque année qui n'arrivent pas à dépasser leur indice. Vous voyez qu'en fait, en moyenne, on a environ quasiment les 2/3 en fait, des fonds qui n'arrivent pas à faire mieux que leur indice de référence. Ça vous fait quand même voilà, réfléchir sur l'intérêt d'aller ou non sur un fonds actif. Maintenant,
Ça, c'était le côté pour un peu voilà, cracher sur les fonds actifs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'étude, il faut savoir par qui elle a été réalisée. L'étude, tout simplement, elle a été réalisée par une entreprise qui vend des ETF, enfin qui fabrique pardon, les indices qui vont être suivis par les ETF. Donc forcément, déjà, vous voyez que il y a un manque d'intérêt en fait, puisque l'entreprise en fait vous vend derrière cette image-là tout simplement ses produits à elle, sur lesquels en tout cas elle va toucher des commissions. Donc ça c'est le premier élément à savoir. Et le deuxième élément à savoir, c'est que certes les professionnels ont de l'expérience et ont accès à des connaissances, sans parler notamment des gérants en général qui sont dans les petites entreprises et qui ont souvent voilà, des discussions privées avec les dirigeants de ces entreprises-là, mais bon ça c'est autre chose. Globalement, les professionnels auront plus de connaissances, plus de compétences que vous. Donc, vous, forcément, en tant que particulier, vous vous dites, si les professionnels ont du mal à faire aussi bien, voire mieux que le marché, comment est-ce que moi, en tant que simple particulier, qui regarde une vidéo de quelqu'un que je ne connais pas sur Internet, comment est-ce que je pourrais faire aussi bien? Rassurez-vous, vous avez déjà plusieurs limites qui sont imposées par les fonds actifs. Un professionnel, par exemple, ne pourra pas dépasser un certain pourcentage de son portefeuille sur une action. Ici, donc, je vous ai mis la composition d'un fonds. Ici, c'est le JP Morgan Funds. US Growth, un fonds qui va investir dans des valeurs de croissance américaines. Donc voilà, vous retrouvez en fait principalement des valeurs technologiques, si ce n'est que des valeurs technologiques. Ces valeurs-là sont aussi celles qui composent en majorité l'indice boursier S&P 500. La première chose qui peut frapper, c'est que en fait, un fonds professionnel, donc un fonds actif, en fait, ne peut pas dépasser une certaine pondération. C'est-à-dire que, imaginons, vous travaillez dans les semi-conducteurs ou dans la technologie, vous savez que Nvidia a une énorme avance ou en tout cas a un potentiel de croissance très très important. En fait, vous, en tant que particulier, vous pouvez totalement faire un all-in sur Nvidia. C'est pas un conseil d'investissement bien sûr, mais vous pouvez le faire. Un professionnel, lui, ne pourra pas le faire. C'est-à-dire qu'un professionnel ne pourra pas suivre à 100% ses convictions. Si vous êtes ultra confiant dans Nvidia, mais en fait, n'avoir que 10% de votre portefeuille dans Nvidia, ça peut être un frein. Si vous pensez que l'action peut faire un x4, x10, x30, pourquoi est-ce que vous ne mettriez que 10%? En tout cas, là, les professionnels, eux, en fait, sont obligés tout simplement pour une question de sécurité, que si imaginons que Nvidia, en fait, finalement, c'est pas l'entreprise qu'on pensait, qu'elle se fait disrupter par AMD, qu'au final, les dépenses d'investissement dans l'IA, dans les infrastructures, en fait, diminuent complètement parce qu'on se rend compte que l'IA n'est pas aussi rentable qu'on le pensait. C'est un fait, bien sûr. C'est possible, en tout cas, c'est possible. Dans ce cas-là, Nvidia, si ça pèse que 10% de votre portefeuille, vous perdrez que 10% au maximum. Vous ne perdrez pas 30-40. Et quand vous avez des milliards d'actifs sous gestion, là, forcément, ça peut un peu piquer. Donc, les professionnels, premièrement, sont limités en termes de pondération dans leurs actions. Deuxièmement, les professionnels, vu que vous les payez, vous payez des frais, en fait, vous exigez une performance qui est quand même relativement immédiate. Vous n'avez pas envie d'avoir de la performance au bout de 3, 4, 5 ans. Donc, tout simplement, en fait, les professionnels sont obligés un peu de suivre les indices boursiers et sont obligés d'avoir un certain taux de rotation du portefeuille. Ils sont censés être actifs. Voilà. Ce qui veut dire que s'ils ont par exemple une forte conviction dans Amazon, imaginons Amazon, je vais vous mettre le cours de bourse très simplement, on ne va pas aller très loin dans l'exemple, mais c'est pour vous schématiser. Amazon, voilà, ici ils ont perdu quand même entre fin 2021 et début 2022, ils ont quand même perdu pas mal d'argent. Imaginons que vous ayez investi à peu près par là, en fait vous auriez rapidement perdu 27%. Un fonds professionnel, lui, il aurait rapidement coupé ses pertes. Pourquoi? Parce que si ça devient encore plus grave, les clients vont commencer à retirer leur argent puisque les clients veulent de la performance rapidement. Donc vous voyez ici qu'il y a quand même une certaine contrainte. Vous avez les clients qui sont en fait ceux qui vous rapportent de l'argent, mais c'est aussi donc votre plus grosse contrainte. Cependant, si vous étiez un investisseur particulier, vous n'avez pas de contrainte. Vous n'avez pas de contrainte puisque vous êtes censé savoir que l'argent que vous investissez en bourse, c'est celui que vous n'avez pas besoin en cas de coup dur. Donc, vous pouvez supporter temporairement une baisse de 20-25%, peu importe. Sachant qu'au final, 2 ans et demi après, certes, en fait, votre action, globalement, elle aurait fait à peu près, elle aurait à peu près fait x2.
Sauf que en tant que professionnel, vous n'auriez pas pu profiter de cette performance-là. Pourquoi? Parce que vous auriez dû probablement alléger vos positions. Donc voilà deux arguments ou deux contre-arguments qui disent que certes, battre les indices, c'est dur, ça c'est un fait, c'est dur, mais ce n'est pas impossible et les professionnels ont des barrières que vous n'avez pas. Donc voilà, ça c'est quand même deux choses qui sont extrêmement importantes à savoir. Maintenant, pour en revenir aux ETF, est-ce que les ETF sont une bonne chose pour vous? Est-ce que moi, je vous conseillerais les ETF? Ça dépend également de votre profil. Si vous êtes un profil si vous êtes une personne qui est passionnée par l'investissement, passionnée par la bourse, et en plus de ça, vous avez du temps à allouer à la bourse, donc vous avez du temps à passer pour analyser les résultats, analyser le business d'une entreprise, ça peut prendre quand même pas mal de temps. En général, pour bien maîtriser un business, vous avez entre 5 et 10 heures de recherche par action. Si vous avez un portefeuille de 10 actions, vous multipliez ce temps par 10, donc vous vous rendez vite compte que ça prend du temps. Donc, l'investissement dans des actions individuelles, Amazon, Apple, Total, etc., en fait, c'est à privilégier par des gens qui, en fait, ont du temps à passer et qui sont passionnés. Voilà, ça c'est honnêtement le conseil, et c'est pas un conseil d'investissement, c'est tout simplement un conseil d'amis que je vous donne, c'est n'investissez pas dans des actions individuelles si vous ne vous sentez pas capable de battre le marché, que vous n'êtes pas passionné et que vous n'avez pas de temps à prendre pour ça. Pourquoi est-ce que vous iriez investir dans des actions individuelles si vous n'êtes pas sûr de faire mieux que le marché et que vous n'avez pas de temps? On l'a vu ensemble, les études le prouvent, les professionnels ont quand même beaucoup de mal à faire mieux que le marché. Donc si vous n'avez pas de temps à y passer, voilà, ça sert à rien. Donc les ETF, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent suivre la performance du marché sans passer 1 heure par semaine, voire plus devant les écrans, simplement en fait l'ETF, voilà. Vous pouvez regarder tous les 3-6 mois si le cours évolue et puis bon, s'il n'y a pas de dégradation majeure dans l'économie ou dans les politiques, dans la géopolitique également, bon voilà, ça ne posera pas de problème, on pourra continuer à investir. Par contre, c'est sûr que si vous êtes investi dans un ETF qui réplique un indice chinois et que la Chine vous dit on assassine tous les présidents, on arrête l'économie, on passe au système communiste, là, forcément, voilà, faudra peut-être avoir une intervention, mais globalement, en fait, l'idée à comprendre, c'est que les ETF sont extrêmement faciles à maîtriser pour n'importe qui, puisqu'ils sont également auto-nettoyants. Auto-nettoyants, donc ça, c'est un détail que je vais préciser un peu. Un ETF, on l'a dit, c'est construit par capitalisation boursière, tout simplement. Donc, la capitalisation boursière, c'est le nombre d'actions fois le prix de l'action. Sauf que pour le S&P 500, en fait, si votre capitalisation boursière, en fait, elle dégringole, il se peut que, en fait, vous passiez par exemple de la 300e position à la 501e position. Et donc, si vous n'êtes plus dans le top 500, vous êtes éjecté de l'indice. Ce qui veut dire en français que les mauvais performeurs, donc les entreprises en déclin, en fait, sont éjectés de l'indice et sont remplacés par d'autres actions, en fait, qui, elles, sont en phase de croissance. Ce qui fait que, contrairement à un portefeuille d'actions individuelles, où vous allez choisir, faire votre taf d'analyste particulier et choisir des valeurs, en fait, là, vous allez devoir en fait, continuellement surveiller vos valeurs pour voir si elles ne sont pas en train de décliner ou alors peut-être de croître trop rapidement en mettant par exemple la rentabilité de côté. Il peut y avoir plein de facteurs, mais un portefeuille d'actions individuelles, ça se surveille. Ça se surveille, il faut y passer du temps. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce point-là. Alors qu'un ETF, donc on l'a vu, c'est auto-nettoyant. Les mauvais performeurs sont éjectés de l'indice et on fait rentrer de nouvelles personnes dedans, enfin de nouvelles entreprises dans l'indice. Donc c'est auto-nettoyant, ça veut dire que vous n'avez pas à surveiller. Sur le long terme, en général, voilà, vous avez une courbe qui est quand même extrêmement croissante, 10% par an de performance. Donc c'est pour ça, les ETF sont probablement la meilleure façon d'investir pour un débutant. Vous n'avez que très peu de risques, si ce n'est probablement le fait d'avoir une performance assez molle pendant plusieurs années s'il y a un marché baissier. Mais voilà, globalement sur du long terme, vous avez très peu de risques avec les ETF. Concernant les frais, parce que si vous êtes intéressé par les ETF, le plus intéressant c'est de regarder les frais. Alors, vous l'avez sur Boursorama ou sur directement la fiche, en fait, la fiche clé de l'ETF, mais vous avez ici donc les frais donc de 0,25%, c'est-à-dire que chaque année, voilà, vous aurez votre performance qui sera déduite de 0,25%. 0,25 c'est quand même assez faible. En général, quand vous êtes sur des ETF, visez vraiment des ETF où il y a des frais inférieurs à 0,4%. 0,4% c'est vraiment le maximum. Pourquoi est-ce que c'est le maximum? Parce qu'en fait c'est dommage de dépenser autant quand il y a plein d'ETF en fait qui sont en dessous, notamment des indices faciles à répliquer, tout ce qui est S&P 500, MSCI Europe ou CAC 40. Vous avez souvent des frais voilà, qui sont autour de 0,1, 0,2%. Donc voilà, allez pas payer trop cher vos ETF.
Et en plus de ça, souvent, les ETF avec des frais de gestion importants, c'est des frais sectoriels, enfin c'est des ETF sectoriels donc qui vont répliquer seulement un secteur de l'économie. Donc c'est des secteurs en général qui sont plus compliqués, c'est des ETF qui sont plus compliqués à comprendre, puisqu'en fait vous prenez le pari que un secteur va mieux performer que l'autre. Donc en tant que débutant, c'est souvent quelque chose qui est déconseillé. Donc de manière générale, les frais élevés devraient vous dissuader d'investir dans ces ETF-là. Et enfin, la dernière chose à dire sur les ETF, c'est la méthode de réplication. Vous l'avez compris, un ETF c'est quoi? C'est un produit financier qui va répliquer la performance d'un indice. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux méthodes de réplication. La réplication physique, c'est-à-dire que voilà, moi, mon fonds à moi, c'est un fonds indiciel. Imaginons, voilà, vous avez Quentin Invest France. Donc, j'ai un fonds indiciel qui a pour but de pas mieux faire que le CAC 40, mais de le répliquer. Donc, tout simplement, si je veux répliquer un indice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter les actions d'un indice. Donc, si, imaginons, l'indice CAC 40 il est composé à 10% de LVMH par exemple et à 5% de Total Energy, je vais acheter en proportion, en proportion de mes fonds, je vais acheter 10% de LVMH, 5% de Total Energy. Et si par exemple le lendemain LVMH annonce d'excellents résultats et donc que son cours est multiplié par 2, chose qui arrive rarement, mais bon, on ne sait jamais, si le cours est multiplié par 2, donc on est d'accord, la pondération passera de 10% à 20%, et donc dans ce cas-là, je suivrai moi avec mon fonds l'évolution des cours de bourse, et donc j'achèterai des actions LVMH et peut-être que je vendrai d'autres actions. Voilà. Donc ça, vous avez compris, c'est la réplication physique, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous achetez, vous vendez en fonction de l'évolution de l'indice boursier. Maintenant, vous avez un autre type de réplication qui s'appelle la réplication synthétique. Alors, c'est une réplication qui est un peu plus compliquée, il y a un peu plus d'intermédiaires. Et ça, c'est permis pourquoi? Pour en fait investir dans des zones géographiques qui ne sont pas permises par certains comptes d'investissement. Vous inquiétez pas, on en reparlera plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, la réplication synthétique, c'est, encore une fois, on va reprendre l'exemple. Moi, voilà, j'ai mon fonds, imaginons, j'ai un fonds d'investissement qui s'appelle CAC 40 France Quentin Invest. Je veux répliquer donc les actions, enfin la performance du CAC 40, sauf que j'ai pas de sous. En fait, j'ai pas de sous pour acheter ces actions-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais aller détenir des actions, peu importe, donc des actions qui peuvent ne rien avoir avec l'indice sous-jacent. Moi, je veux répliquer le CAC 40, mais imaginons que j'ai pas beaucoup de fonds pour acheter ces actions-là. Donc, je vais acheter n'importe quoi. Je peux acheter du Air France, je peux acheter du Kering, je peux acheter du Microsoft qui n'est pas du tout inclus dans le CAC 40. Et ensuite, du coup, parce que le but, c'est d'avoir la performance du CAC 40. Donc, moi, je vais du coup passer par une banque d'investissement qui va me fournir cette performance-là parce qu'elle, en fait, elle aura investi dans d'autres actions. Et en fait, cette performance-là, elle est échangée via un swap d'investissement. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement via un swap. Et donc, la banque d'investissement va me fournir la performance que moi, ensuite, je vais rapatrier dans l'indice. Ça peut faire peur dire comme ça peut faire peur avec la crise financière qui est passée, mais globalement c'est une méthode en fait qui est banalisée, qui est effectuée depuis quasiment une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, voire plus, et c'est une méthode qui n'a jamais eu de souci. Pourquoi? Parce que certes, cette méthode-là, vous l'avez compris, c'est quand même beaucoup plus complexe, mais il y a énormément de mécanismes et de protections qui ont été mis en place en fait pour pas qu'il y ait eu de soucis là-dessus. Et depuis, en fait, on n'a quasiment jamais eu de soucis avec cette méthode de réplication-là. Et au contraire, en fait, ça permet aux épargnants donc français d'investir dans des actions américaines indirectement dans certains comptes d'investissement. Et voilà, on en reviendra plus tard, mais ça a été quand même une grosse révolution, les ETF synthétiques. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Le dividende, attention, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de débutants en fait qui se perdent avec le dividende. Il faut faire très très attention. Qu'est-ce que c'est le dividende? Tout simplement, c'est une somme d'argent qui est rendue à l'actionnaire. C'est pas obligatoire, ça se fait avec le conseil d'administration. Si le conseil d'administration décide, parce qu'il y a suffisamment de trésorerie, il y a suffisamment d'argent dans les comptes, de redistribuer de l'argent aux actionnaires parce que après avoir réalisé des investissements nécessaires, ils ont un excédent, donc ils peuvent le redonner aux actionnaires. Je vais vous montrer un exemple assez frappant. On va prendre le cas de Orange. Orange qui est une entreprise très peu performante, très peu performante française. Voilà, ici Orange, et qui verse par contre des gros dividendes. Qu'est-ce que vous remarquez ici en fait avant chaque dividende? C'est que, comme par hasard, le prix baisse. C'est quand même assez spécial ça. On est censé avoir de l'argent parce qu'on reçoit un dividende, mais de l'autre côté, le prix de l'action baisse. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier en fait à chaque fois. Vous voyez, le dividende est versé, bam, le lendemain, ça baisse.
Donc tout simplement en fait ce qu'il faut savoir sur le dividende c'est que en fait pour pas qu'il y ait de triche forcément parce qu'en fait si vous achetez une action avant qu'elle verse son dividende, vous récupérez le dividende et ensuite vous vendez l'action, tout simplement tout le monde pourrait faire fortune de cette manière-là en fait. Vous avez juste espéré que le cours de bourse en fait ne varie pas trop ou en tout cas que vous perdiez légèrement moins que ce que vous aviez gagné avec le dividende et comme ça vous pourriez gagner tout en l'argent. Donc forcément ça a vite été corrigé, il y a des mécanismes. Donc en fait tout simplement si vous voulez en fait récolter le dividende, récupérer le dividende, vous devez posséder l'action avant un certain nombre de jours avant qu'il soit versé. En général, c'est un mois. Et en plus de ça, donc, quand l'entreprise verse un dividende, vous allez avoir un détachement du dividende, c'est-à-dire que dans le cas de Orange, voilà, après on va utiliser des chiffres fictifs pour simplifier. Si le cours de l'action est de 10 euros et qu'elle verse un dividende de 1 euro, et le jour du détachement, c'est ce qu'on appelle le jour du détachement, c'est-à-dire que ce jour-ci, en fait, le coupon, donc le dividende, va être détaché du cours de bourse, c'est-à-dire que le cours de bourse va passer de 10 euros à 9 euros. Et la différence, c'est quoi? C'est tout simplement le dividende. Pourquoi? En fait, c'est pour refléter du coup le versement du dividende. Et encore une fois, c'est pour éviter tout ce qui est des questions d'abus, parce que sinon tout le monde ferait fortune en récupérant juste les dividendes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, si vous voulez vous enrichir avec les dividendes, parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de l'enrichissement via les dividendes, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Si vous voulez vous enrichir avec le dividende, en fait, il faut tout simplement que le cours de bourse retrouve son niveau d'avant versement du dividende, tout simplement. Parce qu'en fait, avant, vous étiez à 10 euros, maintenant, le cours de bourse, il est à 9 euros et vous avez 1 euro de dividende. En fait, vous êtes à la même situation. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous l'avez compris, en fait, il faut que le cours de bourse en fait, revienne au niveau d'avant versement et donc il faut qu'il revienne à 10 euros. Et comme ça, si le cours de bourse est à 10 euros, au niveau du cours de bourse, vous n'avez rien gagné, mais par contre, vous avez 1 euro de dividende et donc vous avez une performance d'environ 10%. Voilà, 10% pourquoi? Parce que 1 euro de dividende sur 10 euros de l'action, ça fait 10%. Très simplement, donc attention aux gros dividendes. Souvent, on en parlera après dans la catégorie actions, souvent les gros dividendes, c'est les actions qui sont plébiscitées, privilégiées par les néo-investisseurs, mais c'est pourtant les actions qui font le plus de gros dégâts. C'est les actions où les gens perdent le plus d'argent, donc attention à ça. Et vous venez tout juste de comprendre que les dividendes, c'est pas magique, les dividendes c'est juste un versement c'est un transfert de richesse de la part de l'entreprise vers ses actionnaires avec une réduction du cours de bourse. Donc vous voyez que comptablement c'est neutre et que si vous voulez gagner de l'argent, il faut que finalement le cours de bourse remonte. Voilà. Très simplement, donc attention aux dividendes. Maintenant, on va passer à la partie qui va probablement vous intéresser le moins, mais pourtant, ne passez pas cette partie-là, c'est probablement le plus important. Analyser les finances et la comptabilité d'une entreprise. Je vous promets que on n'ira pas trop dans le détail et je ne veux pas vous perdre, mais par contre, je vous incite vraiment à faire l'effort de regarder ce chapitre-là, ce segment-là, parce que c'est vraiment hyper important. Et même si vous aviez prévu d'investir sur des ETF, pour votre culture et pour votre intérêt, c'est quand même super intéressant de pas forcément maîtriser, mais au moins comprendre comment, comprendre les éléments d'une entreprise. Donc vraiment, je vous invite à regarder cette partie-là. Promis, on va pas faire long. Tout simplement, donc on va se mettre sur le rapport d'une entreprise classique. On va se mettre sur donc le rapport annuel de Apple pour que tout le monde comprenne un peu les services et les produits de l'entreprise. Donc si on veut du coup avoir le rapport annuel dans lequel vous allez avoir les finances d'une entreprise, vous tapez simplement annual report en anglais ou rapport annuel, le nom de l'entreprise et en fonction et aussi l'année également. Alors si vous voulez l'année 2016, vous tapez l'année inférieure. Maintenant, si vous tapez juste Annual Report plus Apple, vous allez souvent tomber sur la dernière année, donc c'est pas forcément obligé de le préciser. On va prendre, après je vous montre pas non plus totalement comment on fait, mais voilà, on va se mettre sur le rapport annuel. Maintenant, on va s'intéresser à la partie finance et comptabilité. Alors, restez bien avec moi, je sais que c'est pas forcément la partie qui vous intéresse le plus, mais c'est une partie qui est hyper intéressante, même si vous aviez prévu d'investir dans des ETF, c'est quand même super intéressant, ne serait-ce que pour votre culture. C'est des choses qui sont hyper importantes, donc restez bien avec moi. Promis, je vais essayer de faire simple et efficace. On va se mettre directement sur le rapport annuel de Apple. Vous le savez, Apple, c'est une entreprise qui est assez simple à comprendre. iPhone, vente de services, tout ce qui est Apple Music. Je vous ai pris une entreprise qui est quand même assez simple à comprendre. Vous avez en comptabilité trois types de rapports. Donc vous avez ici le compte de résultat. À quoi ça sert? Le compte de résultat, c'est tout simplement un compte qui vous permet donc d'avoir votre chiffre d'affaires et de déterminer votre bénéfice.
Donc ça c'est plus ou moins voilà, le plus connu. Ensuite vous allez avoir le bilan. Donc le bilan c'est pareil, c'est quand même assez simple, hein. C'est tout simplement l'actif et le passif. Donc l'actif en gros c'est ce que vous détenez. Et le passif, c'est tout simplement la source de financement de l'actif. Donc, comment est-ce que vous avez obtenu votre actif? Donc, au sein de l'actif, on voit qu'il y a différentes catégories. Donc, ici, current asset, tout simplement, ce sont les actifs à durée de vie inférieure à 1 an. C'est-à-dire que si vous avez un immeuble, vous doutez bien que l'immeuble, vous allez pouvoir vous en servir plusieurs années. Par contre, le stock, en général, tout ce qui est le stock, donc si par exemple Pernod Ricard vous vendez de l'alcool, souvent le stock, comme ça va être vendu dans l'année, ça fait partie voilà, des actifs circulants, donc les actifs voilà, à durée inférieure à 1 an. Donc ici, le stock pour Apple, vous en doutez bien, le stock ici, voilà, il est inventaire, voilà, ici c'est l'inventaire, et donc vous avez environ 7 milliards d'inventaire, donc ça va être iPhone, les oreillettes, les MacBooks, etc. Ici également, vous avez le cash and cash equivalence. Donc en gros, ça va être le cash dans les comptes de l'entreprise, donc le cash, les dépôts, etc. Ici, vous en avez pour environ 30 milliards. Et enfin, vous avez également voilà, les marketable securities. Donc c'est tout ce qui est titres financiers, donc des obligations ou alors des participations financières dans d'autres entreprises. Si par exemple, Apple veut un peu contrôler ce qui se passe dans ses fournisseurs, notamment Foxconn. Foxconn, en gros, qui est une entreprise d'usine, enfin, c'est une usine en gros qui fournit les puces pour les iPhones, etc. Donc, si Apple, par exemple, veut mieux maîtriser sa chaîne d'approvisionnement, elle peut prendre une participation financière dans Foxconn et cette participation sera valorisée. Donc, juste ici. Donc, ici, voilà, elle détient environ 35 milliards de participation financière et de titres financiers, obligations, etc. Et enfin, le dernier élément important, c'est les account receivables. En gros, c'est les créances clients. Qu'est-ce qu'une créance client? Très simplement, c'est l'argent que vous doit un client, mais qui n'a pas encore été encaissé. Donc, imaginez un client, par exemple, un client professionnel de Apple, imaginons un revendeur, par exemple, ou la Fnac. La Fnac, elle fait quoi? Elle achète des iPhones pour ensuite vous les revendre. La Fnac, elle, par exemple, elle peut exiger un délai de paiement. Donc, imaginons qu'elle achète des iPhones en décembre, mais qu'elle paye finalement Apple qu'en janvier. Bah, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Si elle paye pour environ 10 milliards d'iPhone, vous allez avoir des créances clients de 10 milliards. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a 10 milliards d'argent qui n'a pas encore été encaissé, mais qui le sera bientôt. Donc voilà, c'est inscrit ici dans les créances clients ou account receivable en anglais. Et vous voyez qu'ici, vous avez quand même 33 milliards de dollars d'argent qui n'a pas encore été encaissé et qui le sera donc bientôt par Apple. Qu'est-ce que ça veut dire cet argent-là? Une créance client, donc, c'est de l'argent qui n'a pas été encaissé. Alors, il y a deux significations. Si ce chiffre, il augmente au fur et à mesure, ça veut dire que c'est de l'argent qui sera encaissé l'année prochaine. Donc, ça va être rajouté au chiffre d'affaires. Donc, si ça augmente, ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de chiffre d'affaires qui va être réalisé l'année ou l'exercice d'après. Ça, c'est le cas numéro 1. Par contre, le cas numéro 2, c'est aussi que en fait, les clients ont de plus en plus de mal à payer. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des défauts de paiement de la part de vos clients. Donc, des créances clients qui augmentent, en gros, de l'argent des clients qui n'a pas encore été encaissé, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Donc il y a deux cas différents, deux scénarios différents. Donc voilà, faire attention à ça. Voilà, on n'ira pas plus dans les détails, mais c'est quand même assez intéressant de le savoir. Enfin, dans les actifs non circulants, donc vous retrouvez donc toutes les participations financières à plus d'1 an, donc des participations financières qui ont des maturités supérieures à 1 an. Avant, on parlait des obligations. Donc les obligations qu'on retrouve ici, voilà, parmi les 30 milliards, en fait, c'est deux obligations, par exemple, à 6 mois, donc donc c'est des obligations qui expirent à 6 mois, tout simplement. Et là, les obligations qu'on retrouve dans les actifs non circulants, c'est des obligations qui ont, par exemple, une expiration supérieure à 1 an, donc c'est des obligations de 2, 3 ans, etc. Vous retrouvez également un poste qui est très très important, le property, plant and equipment, tout simplement les propriétés, les terrains et tout ce qui est immeuble, matériel, etc. Souvent, c'est un poste qui est très très important au sein des entreprises parce que globalement, une entreprise elle a besoin de terrains, d'immeubles, d'ordinateurs, de machines pour fonctionner. Donc ici, ça représente environ 45 milliards de dollars pour Apple. C'est un chiffre qui est assez important forcément parce que Apple, même si elle externalise une partie de sa production, elle a quand même pas mal d'usines et de biens. Tout simplement, le passif maintenant, le passif, on l'a dit, hein, c'est la source de financement de l'actif. Donc en fait, si vous avez acheté 1000 dollars de stock d'iPhone, comment est-ce que vous avez acheté les 1000 dollars, tout simplement. Donc, comme pour en fait l'actif, hein, vous avez une segmentation entre le passif circulant ou le passif à court terme, donc moins d'1 an, et le passif à long terme.
Dans le passif à court terme, on a donc les acomptes payables, ce qu'on appelle en gros les créances fournisseurs. Donc en gros, l'argent que vous devez au fournisseur et donc que vous n'avez pas encore payé. Si vous avez par exemple Foxconn qui vous a produit par exemple 1000 puces que ensuite vous allez mettre sur les iPhones, que vous devez 70 milliards de dollars à Foxconn par exemple, et ben ça va être affiché ici dans les acomptes, enfin dans les créances fournisseurs, ou alors voilà, account payable en français, en anglais pardon. Donc c'est tout simplement l'argent que vous devez à vos fournisseurs et qui n'a pas encore été payé. Comme pour les créances clients, en fait, des créances fournisseurs qui augmentent, ça peut avoir plusieurs signes. Soit c'est qu'en fait vous arrivez de mieux en mieux à négocier vos délais pour payer vos fournisseurs et donc en fait au final vous les payez le plus tard possible. Donc pour vous, pour votre trésorerie d'entreprise, retarder au maximum les paiements, c'est juste génial. Ça vous permet voilà, de faire du cash en attendant, donc ça permet de sécuriser votre trésorerie. Mais de l'autre côté, ça veut dire que vous devez encore plus d'argent à vos fournisseurs et donc que les charges vont probablement augmenter durant les prochains exercices, les prochains trimestres ou prochaines années. Donc encore une fois, vous voyez qu'ici, il y a deux interprétations possibles pour les créances fournisseurs. Vous retrouvez après voilà, d'autres types de passifs, hein, notamment la dette à court terme, le papier commercial, etc. Maintenant, on va passer au passif à long terme. En fait, le passif à long terme, principalement, c'est de la dette. Vous avez également de la dette locative. Et tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait comme un emprunt immobilier, mais pour les entreprises. Donc, si vous avez acheté des biens avec donc de la dette locative, tout simplement, ça va être inscrit au bilan. C'est un peu le même fonctionnement que la dette financière, mais voilà, ça a deux dénominations différentes. Ici, ils font pas la différence, mais dans d'autres entreprises, c'est un peu plus détaillé, et donc vous avez la différence entre dette financière et dette locative. Voilà, tout simplement. Et enfin, donc, le passif, la particularité, c'est qu'il est composé principalement donc, des liabilities, donc c'est-à-dire les dettes. Et après, il est composé aussi des capitaux propres. En fait, il ne faut pas voir le passif comme quelque chose de négatif, puisque certes, quand vous avez plus de dettes que d'actifs, c'est souvent pas trop bon signe, mais il faut savoir que dans le passif, donc dans les sources de financement, on a la dette, mais on a aussi les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est également très très important, donc restez bien concentrés. Les capitaux propres, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses. Premièrement, c'est l'argent qui a été apporté par les actionnaires. Comment les actionnaires apportent de l'argent? Tout simplement, il faut que l'entreprise Apple ainsi que toutes les entreprises, en fait, émettent des actions. Vous vous rappelez ou pas du concept d'introduction en bourse? Là, c'est pareil. On ne va pas se réintroduire en bourse, mais on va émettre des actions. Il faut savoir que d'ailleurs, une introduction en bourse permet d'apporter des capitaux, enfin de recevoir des capitaux. Donc, qu'est-ce qui constitue les capitaux propres? Premièrement, l'introduction en bourse. Ça, par contre, ça arrive qu'une seule fois. Ensuite, vous avez les émissions d'actions. Quand vous émettez 10 actions à 10 euros chacune, du coup, les capitaux propres vont augmenter de 100 euros puisque les actionnaires vous ont apporté 100 euros. Donc là, ça va figurer voilà, ici dans le total shareholder equity. Et deuxièmement, comment constituer des capitaux propres? Il faut que du coup, vous mettiez en réserve des bénéfices. Si vous avez 100 euros de bénéfices et que vous en versiez la moitié en dividende, il vous restera donc l'autre moitié. Et l'autre moitié, donc, elle sera ajoutée au capitaux propres, tout simplement. Donc, vous aurez 50 euros de capitaux propres qui seront constitués. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les capitaux propres, ça ne veut pas tout dire. Les capitaux propres, ils peuvent être diminués donc par plusieurs choses. Si par exemple vous dépensez plus que vos bénéfices, imaginons vous avez 100 euros de bénéfices et que vous en dépensez 120 dans les dividendes, en fait vos capitaux propres ils vont diminuer de la différence. 120 moins 20, enfin 120 pardon moins 100, ça fait bien 20 euros. Donc vos capitaux propres ils vont diminuer de 20 euros tout simplement. Il y a également une autre manière de diminuer les capitaux propres, c'est de racheter des actions. Un rachat d'actions, c'est en fait l'inverse d'une émission d'actions. À quoi ça sert? En fait, ça permet de diminuer le nombre d'actions en circulation. Et l'effet, en gros, c'est que le bénéfice par action, en fait, il augmente, tout simplement. Si, par exemple, en fait, votre entreprise, elle génère 10 euros de bénéfices et que vous avez 10 parts dans l'entreprise, forcément, le bénéfice par action, il est égal au bénéfice divisé par le nombre d'actions. Donc, ça vous fait 1 euro de bénéfice par action. Maintenant, ce qui se passe, vous avez toujours 10 euros de bénéfices, mais vous rachetez la moitié de vos actions. Donc ce qui se passe après l'opération, c'est que vous avez toujours 10 euros de bénéfices, mais vous avez plus que 5 actions. Qu'est-ce qui se passe? 10 divisé par 5, ça fait bien 2. Donc chaque action maintenant vaut, ou en tout cas est attribuée à 2 euros de bénéfice. Donc tout simplement, ça permet d'augmenter le bénéfice par action et on verra un peu plus tard. Le prix d'une action est lié à tout simplement son bénéfice par action.
Donc en fait ça fait monter le cours de bourse tout simplement. C'est une manière de rémunérer les actionnaires en fait de faire du rachat d'actions. Voilà. Et le rachat d'actions ça voilà, fait des gros trous en fait dans les capitaux propres tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus stresser quand vous avez des entreprises qui ont des capitaux propres négatifs. Puisque souvent, on va le voir un peu après, vous avez pas mal de ratios financiers, d'indicateurs financiers qui sont basés sur les capitaux propres. Et donc forcément, mais en fait, quand vous avez des capitaux propres négatifs au dénominateur, en fait, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez au numérateur, pardon. Tant que ce chiffre-là est positif, ça vous fera voilà, des résultats qui font un peu peur. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez les capitaux propres, quelque chose qui est très très important à maîtriser. On va passer enfin au cash flow. Donc les cash flows, c'est tout simplement l'argent qui rentre et qui sort d'une entreprise. À l'inverse du compte de résultat qu'on n'a pas trop détaillé puisque voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez simple à comprendre. Chiffre d'affaires moins charge égale bénéfice. Bon, voilà, pas bien compliqué. Ici, c'est un peu différent puisqu'en fait, dans voilà, je veux mettre ici dans le compte des cash flows. En fait, c'est uniquement l'argent l'argent qui sort et qui rentre de l'entreprise. C'est-à-dire que toutes les charges comptables, imaginons Apple, allez, elle veut faire l'iPhone 17, elle va investir 1000 dollars dans une usine, sauf que vous le savez, en comptabilité, souvent on essaie d'optimiser l'imposition. Et donc, on va dire que les 1000 dollars, ils vont être amortis sur 5 ans. C'est-à-dire que, on va dire que pour les 5 prochaines années, en fait, on va constituer une charge de 200 dollars pour l'usine. Même si on la paye en une seule fois 1000 dollars, en fait, du point de vue de la comptabilité et du compte de résultat, en fait, on va lisser cette charge et la diviser en plusieurs années pour réduire l'imposition. Donc c'est là que vous comprenez en fait que le compte de résultat, c'est vraiment des charges théoriques comptables et les flux de trésorerie ou cash flow en anglais, c'est la même chose. Hein. Les cash flows, c'est vraiment l'argent qui sort et qui rentre réellement de l'entreprise. Donc tout simplement, si on a une dépense de 1000 dollars pour l'usine et qu'on paye en une seule fois, dans les cash flows, on aura donc moins 1000 dollars en fait de sortie d'argent. Donc on aura une dépense de 1000 dollars. Par contre, du point de vue du résultat comptable, donc du compte de résultat, vous aurez une charge qui va être divisée par 5, 1000 dollars divisé par 5, et donc chaque année vous aurez que 200 dollars de dépenses. Donc vous voyez bien que voilà, c'est complètement différent, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il faut quand même bien maîtriser les deux, puisque dans pas mal d'entreprises, vous allez avoir des jeux comptables qui sont quand même assez compliqués parfois à comprendre. Donc tout simplement, voilà, vous avez les rentrées et sorties d'argent. Donc voilà, vous avez par exemple la variation dans l'inventaire, c'est-à-dire que si l'entreprise à déstocker, ben en fait, vous allez avoir un investissement donc, qui est négatif dans l'inventaire. Tout simplement, en fait, vous n'allez pas acheter d'inventaire, vous allez juste le liquider, donc ça va faire rentrer de l'argent. Et au contraire, si vous voulez restocker, parce que vous anticipez une grosse saison hivernale, une grosse saison automnale, peu importe, du coup, vous allez restocker, donc vous allez acheter de la marchandise. Et donc là, ici, tout ceci, ce sera voilà, comptabilisé ici dans le compte des flux de trésorerie. Voilà. Je vous détaille pas plus que ça. En fait, c'est juste voilà, divisé en 3 parties. Les activités liées à l'opérationnel, donc tout simplement tout ce qui va être bénéfices, restockage, créance client. Les activités liées à l'investissement, lorsque vous allez investir dans de nouveaux terrains, lorsque vous allez investir dans l'achat de titres financiers, une participation financière. Imaginons voilà, Apple qui prend 10% de Foxconn, son fournisseur. Le coût de cette participation-là, elle sera matérialisée ici. Par exemple, si on veut racheter notre entreprise, Apple qui dit c'est bon, la concurrence chinoise c'est fini, je rachète Xiaomi, je rachète tous les autres, ce sera également inscrit ici. Et enfin, donc, on a les activités financières, donc, par exemple versement de dividendes, rachat d'actions, émission de dette, émission d'actions, etc. Donc voilà, c'est divisé en 3 parties. Et au final, vous avez une métrique qui est hyper importante, c'est le free cash flow, donc l'argent qui reste réellement à la fin de l'année après avoir dépensé dans les investissements de l'entreprise. Bon, j'espère que vous avez quand même plutôt compris. N'hésitez pas encore une fois à repasser ce passage, ce segment, c'est quand même très très important. Vous voyez, on n'est pas non plus allé trop dans les détails, mais c'est hyper important de quand même bien comprendre la comptabilité, comment fonctionne une entreprise et comment sont comptabilisées les dépenses, parce qu'il y a quand même pas mal de pièges avec certaines entreprises. Maintenant, on va passer à la valorisation. La valorisation, moi, c'est un exercice que j'adore. Qu'est-ce que c'est la valorisation? Tout simplement, c'est déterminer le prix juste la vraie valeur en fait d'un titre financier. Ça peut être une obligation, ça peut être une action. Déterminer en fait le prix auquel on devrait l'acheter. Alors
le prix en fait d'une action, tout le monde le connaît, il suffit juste de taper prix action ou alors prix bourse Apple. Par contre, la valorisation, la fair value, ce qu'on appelle en fait la valeur juste qu'on devrait payer donc pour acheter une action, ça c'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut faire des calculs. On a plusieurs façons de valoriser une entreprise. Donc voilà, je vais vous mettre un peu d'espace pour que voilà, vous suiviez bien les différents éléments. Donc voilà, on est ici, valorisation. Donc on a plusieurs éléments pour valoriser une entreprise. On a les multiples de valorisation, ce qu'on appelle le PER, que vous avez peut-être dû entendre. PER pour Price Earnings Ratio. Le PER, tout simple, c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'une action et son bénéfice par action, tout simplement. Donc en divisant le prix d'une action par son bénéfice par action, vous obtenez un multiple en fait qui est comparable après à un indice boursier, qui est comparable à l'historique de l'entreprise ou alors qui est comparable à ses pairs tout simplement. Donc si vous voulez comparer Apple, vous pouvez la comparer avec Xiaomi par exemple. Vous pouvez la comparer avec d'autres entreprises technologiques, par exemple d'autres GAFAM, hein, Microsoft, Meta, etc. Et ce PER là, du coup, il vous indique la cherté d'un titre. Alors certains disent que c'est en fait le nombre d'années pour rembourser l'entreprise, mais je préfère pas que vous reteniez cet indicateur-là puisque c'est en fait quelque chose qui ne veut pas vraiment dire grand-chose. Mais rappelez-vous tout simplement, le PER c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'une action, le rapport entre le prix d'une action et son bénéfice par action, ce qui vous donne voilà, un chiffre souvent compris entre, voilà, 5 et 50, quelque chose comme ça. À quoi on compare du coup ce PER? On peut le comparer tout simplement au PER d'un indice boursier. Comme par hasard, tiens, le S&P 500, l'indice boursier le plus suivi au monde. Alors, on peut utiliser différents types de PER. On peut utiliser donc le PER des 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'en fait, Apple, par exemple, pour l'exercice 2024, c'est un chiffre fictif, par exemple, a réalisé 10 $ de bénéfices par action. Donc ça correspond au PER au bénéfice par action des 12 derniers mois. Ou alors, on peut utiliser le bénéfice par action projeté, donc estimé pour l'année d'après. Donc si par exemple on pense que Apple, ok, elle a fait 10 $ de bénéfices par action en 2024, mais que en 2025 on devrait avoir une reprise, une relance donc des achats d'iPhone, on dit allez tiens, Apple du coup va faire 20% de croissance, donc le bénéfice par action va passer en 2025 à 12 $ par action. Donc vous passez de 10 à 12, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait le bénéfice, les bénéfices futurs. Maintenant, ce PER-là, à quoi on le compare? Tout simplement, on peut le comparer par exemple au S&P 500, donc l'indice le plus suivi au monde. Voilà, le S&P 500 donc, qui actuellement se négocie à un PER de voilà, à peu près 29, quelque chose comme ça, 30. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que en fait, vous avez un prix de l'action qui est égal à 30 fois le bénéfice par action. Donc là, je vous ai dit prix de l'action, mais c'est tout simplement le prix de l'indice, le niveau de l'indice qui est autour de 6000 à peu près en ce moment. Donc 30 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Donc on a un niveau de 6000, un multiple de 30 fois les bénéfices. Donc tout simplement, on divise le niveau de l'indice, 6000, par le multiple, 30. Donc 6000 divisé par 30, ça nous fait bien 20 $ de bénéfices par action, ou alors voilà, pour l'indice. Donc il faut savoir que ce chiffre-là, il est quand même assez élevé, puisque la moyenne sur les 10 dernières années, en fait, elle est plutôt autour de 22. Donc déjà, vous voyez que en ce moment, voilà, on paye quand même assez cher en fait pour cet indice-là, parce que en moyenne, ça a été plus faible. À quoi c'est dû? Pourquoi en fait on paye le S&P 500 plus cher que d'habitude? 30 fois les bénéfices, on l'a vu quand même depuis 10 ans, la seule fois où on est allé au-dessus, c'était en 2021. En gros, une période où il y avait quand même assez peu de bénéfices et où en fait les niveaux n'avaient pas assez baissé en fait pour refléter le manque de croissance. Donc on a des niveaux assez élevés actuellement. Tout simplement, c'est dû pourquoi? Parce qu'il y a de fortes estimations de croissance pour les prochaines années. Tout simplement, en fait, le PER d'une action, il est basé sur plusieurs choses. En fait, la croissance des bénéfices. Vous doutez qu'une entreprise comme par exemple AXA ou Orange, qui ne sont pas des machines de croissance, Orange, à part des forfaits téléphoniques et des forfaits Wi-Fi, offre abonnement, tout ça, ils n'ont pas grand chose d'autre à vous proposer. C'est pas une thématique porteuse. Tout le monde a un forfait internet, tout le monde a un forfait Wi-Fi avec une box chez lui, donc il y a très très peu de croissance. Donc forcément, si vous avez peu de croissance des bénéfices, ça va pas être intéressant pour un investisseur, puisque vous, ce que vous jouez pour la bourse, c'est quoi? C'est la croissance des bénéfices, tout simplement. En un mot, en fait, pour résumer cette vidéo, l'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est parier sur des entreprises dont les bénéfices vont croître. Voilà.
C'est le principe même de la bourse, c'est voilà, la croissance des bénéfices. Donc le titre d'une action, il est basé principalement sur l'offre et la demande, bien sûr, mais en fait, ce qui porte la valorisation d'une entreprise, c'est la croissance des bénéfices. À cela s'ajoute quoi? S'ajoute la prédictibilité de ces bénéfices-là. Pour le coup, certes, Orange, ils n'ont aucune croissance quasiment, c'est une croissance qui est quasiment nulle, mais ils ont une très forte prédictibilité. Pourquoi? Puisque en général, un abonnement, c'est tous les mois que c'est prélevé. Vous avez peu d'intérêt à changer d'abonnement tous les mois. Et globalement, même si les fins du mois sont compliquées, vous allez garder votre abonnement. Pourquoi? Parce que passer des appels et avoir Internet, c'est devenu un besoin quasiment vital pour nous. Donc vous avez quand même une très forte prédictibilité des revenus. Donc pas de croissance, mais quand même de l'autre côté, une prédictibilité. Et enfin, le troisième élément, les trois éléments importants, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est les trois plus importants, c'est tout simplement la volatilité de ses bénéfices. Si une année, Orange fait 1 milliard de bénéfices, l'autre elle fait 200 millions, l'année d'après elle fait moins 300, l'année d'après elle fait 4, en fait vous avez du mal à comprendre la trajectoire de l'entreprise. Et surtout, en fait, des bénéfices qui sont très volatiles, c'est mal perçu par le marché et donc tout simplement, vous n'allez pas avoir des niveaux de valorisation importants. Donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est, comment est valorisée une action? Premièrement, la croissance des bénéfices. Deuxièmement, la prédictibilité de ceux-ci. Et troisièmement, la volatilité de ces bénéfices-là. Et enfin, donc si votre entreprise, elle coche les trois critères, il y a des chances que son niveau de valorisation soit plutôt élevé. 20, 30 fois, bon, c'est une fourchette, ça peut être bien plus comme un peu en dessous. Et au contraire, si vous avez une entreprise qui génère quasiment pas de bénéfices, imaginons qu'elle soit pas rentable, que d'une année à l'autre, voilà, ça fasse le yo-yo et qu'en plus de ça, on ne sait même pas si dans 3 ans, elle arrivera encore à faire des bénéfices parce que peut-être qu'elle se fera remplacer, elle se fera disrupter, vous avez globalement une entreprise qui va pas se valoriser plus de 10 fois les bénéfices. Et déjà, si on arrive à 10 fois les bénéfices, c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous avez la base de la valorisation d'une entreprise. Maintenant, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit PER, Price to Earnings. Earnings, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bénéfice net. Earnings, bénéfice net. Si une entreprise ne fait pas de bénéfice, comment on la valorise du coup? Parce que si on divise le prix d'une action par son bénéfice par action, mais qu'elle ne fait pas de bénéfice, ça paraît compliqué. Donc, on a inventé donc plusieurs, pas moi bien sûr, vous l'avez compris, plusieurs types de ratios de valorisation. Donc, vous avez ici le price to sales, tout simplement donc la capitalisation boursière divisée par le chiffre d'affaires. Ça vous permet de mesurer entre elles par rapport à l'historique et par rapport à l'historique de l'entreprise, tout simplement sa cherté par rapport au chiffre d'affaires. Donc ça, souvent, c'est pour des entreprises qui sont en phase de croissance ou alors qui ne sont pas encore pas très très rentables. Par exemple, c'est un ratio qu'on pourrait utiliser pour Celsius Holdings. C'est une entreprise à titre personnel dans laquelle j'ai investi. Et c'est une entreprise donc de boissons énergisantes. C'est exactement la même chose que Monster, sauf que ça a une image de marque, un marketing un peu différent. Comme elle est assez jeune, elle génère des bénéfices qui sont encore très très volatiles. Donc on préfère pour cela utiliser, voilà, je vais vous mettre un autre graphe, le price to sales ou alors le ratio prix-vente tout simplement. Et vous voyez ici que par exemple sur les 5 dernières années, le ratio a donc évolué en passant d'une borne environ de 40 à peu près 6 aujourd'hui. Donc tout simplement, le price to sales pour valoriser des entreprises pas encore rentables par rapport au chiffre d'affaires. Et après, vous avez plein de déclinaisons possibles. Je vais vous remettre sur le graphique. Vous avez le EV sur EBITDA. Alors là, vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte? EV, c'est valeur d'entreprise, donc la capitalisation boursière plus les dettes. Et à ça, donc vous divisez ça par l'EBITDA, donc c'est un résultat opérationnel, c'est entre le chiffre d'affaires et le bénéfice net. Donc ça permet en fait de mesurer des entreprises qui sont pas encore très rentables, mais un peu plus que les entreprises dont on utilise le price to sales. Voilà, là on rentre un peu dans les détails, ça commence à devenir un peu compliqué. Bon, voilà, vous l'avez compris, les multiples, c'est une façon assez classique de valoriser une entreprise par rapport à son historique, par rapport au marché ou alors par rapport à ses pairs. Il existe aussi d'autres indicateurs, notamment le AFFO pour les valeurs foncières, les valeurs immobilières. Donc je vous invite à ne pas utiliser uniquement pour les valeurs immobilières les autres ratios de valorisation, mais par contre vous devrez utiliser celui-ci qui en plus de ça en général n'est pas fourni par tout ce qui va être les courtiers, etc. Donc attention, pour les valeurs foncières, ça ne se valorise pas du tout comme les autres entreprises. Donc ça c'est pour les multiples. Et enfin donc pour finir avec les multiples, je voulais terminer avec les SBC. Alors les SBC, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais c'est hyper intéressant. Et c'est comme ça en fait que vous comprenez la supercherie en soi des entreprises technologiques.
Qu'est-ce que c'est un SBC? C'est en fait un stock-based compensation, c'est-à-dire que c'est le paiement souvent des cadres et des salariés de manière générale en actions. C'est-à-dire que au lieu de vous payer 100% en fixe, on va vous payer 50% en fixe plus variable et 50% en actions. Sauf que la différence, c'est que les actions, du coup, en fait, l'entreprise ne va pas acheter des actions pour ensuite vous les remettre. Elle va tout simplement émettre des actions sur le marché. Donc, qui dit émission d'actions dit aucun coût financier pour l'entreprise. Ce qui veut dire qu'au final, en fait, la rentabilité de l'entreprise, en fait, elle augmente quand en fait, elle fait des émissions d'actions. Mais au contraire, en fait, elle dilue les actionnaires. Donc voilà, bon, je rentre un peu dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas voilà, à vous renseigner là-dessus. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails, je n'ai pas envie de vous perdre non plus, mais c'est quelque chose de très très intéressant et qui fausse en fait un peu la rentabilité. C'est pour ça que vous avez plein d'entreprises technologiques, notamment américaines, qui vous disent qu'elles sont rentables, etc. Mais en fait, loin de là, en fait, juste elles payent leurs salariés en actions, en fait, et donc ça permet de fausser la rentabilité. Mais voilà, c'est un autre sujet. Donc on revient à la valorisation. On a dit il y a 3 méthodes de valorisation. Donc il y a les multiples. Maintenant, on va regarder aussi le DCF. Le DCF, c'est quoi? En fait, ça permet de prendre en compte la dette et les bénéfices ainsi que leur croissance. Donc, je vais vous montrer très très rapidement voilà, un exemple de DCF. Je n'ai pas envie que ça prenne non plus trop de temps. Imaginons par exemple, là, on se met sur l'entreprise Visa. Visa, vous la connaissez tous. Très simplement, voilà, il y a plein de chiffres, ça fait un peu peur. En gros, tout simplement, on reconstitue un tableau de flux de trésorerie. Vous vous rappelez le document qui s'appelait flux de trésorerie, en fait on va le reconstituer avec nos estimations à nous. Si on pense qu'elle va faire 10% de croissance du chiffre d'affaires, on va mettre 10% de croissance du chiffre d'affaires. Si on pense qu'elle va réinvestir plus, on va le noter également. Et au final, donc voilà, vous avez plein d'indicateurs tout simplement. Vous allez rentrer la dette, les taux d'intérêt de la dette, le taux de taxation, la volatilité de l'entreprise par rapport à son marché, et voilà, encore d'autres éléments. Et au final, ça va vous donner un prix juste, en tout cas selon les données financières que vous avez rentrées. Donc là, par exemple, selon le tableur, ça nous donnerait environ 400 $ par là de valeur juste. Encore une fois, ce n'est absolument pas un conseil d'investissement puisque voilà, en fait, tout simplement, les variables, elles peuvent changer. Imaginons, là, on avait 4,3% de taux d'intérêt à 10 ans. Actuellement, en fait, ce taux-là, il est un peu plus élevé et donc ça nous ferait logiquement baisser la juste valeur du titre. Voilà, donc là, rien qu'en changeant cette donnée-là, vous avez 383 $. Donc ça a baissé. Donc le DCF, qu'est-ce que c'est? Voilà, très simplement, vous rentrez vos estimations financières et ça vous donne un juste prix. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dès que vous jouez avec certaines fonctionnalités, le prix peut vite baisser ou descendre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se baser uniquement sur un DCF. Enfin, la dernière façon d'analyser, alors il y en a d'autres, mais c'est les 3 principales, c'est tout simplement le reverse DCF. Le DCF, à quoi ça servait? Ça servait à analyser, en gros, estimer le juste prix d'une action en fonction de la croissance que nous on anticipe. Donc si on pense que ça fait 12% de croissance, le DCF lui va nous donner une valeur juste. Maintenant, le reverse DCF, c'est quoi? C'est l'opération inverse. En fait, c'est au prix actuel, en fait, quelle croissance il faudrait avoir pour que le prix actuel soit, reflète la juste valeur du prix. Donc, on va cliquer juste ici. On va se mettre sur un exemple assez classique. Normalement, je crois que c'est Microsoft qui va s'afficher en premier. Voilà, parfait, c'est Microsoft. Donc, tout simplement, si on l'a dit, la performance du marché, c'est de 10% par an. Donc, nous, si on veut faire 10% par an et que l'on veut, par exemple, avoir un price to free cash flow, c'est comme le PER en fait, mais c'est basé sur les free cash flow au lieu du bénéfice net. Si on estime que ce chiffre-là, il devrait être de 30. Donc, là, les éléments qu'on a rentrés, c'est quoi? C'est la performance qu'on veut annuelle et la valorisation. Et donc, ça nous donne en gros la croissance qu'on devrait avoir pour que le prix soit correct. Donc, c'est tout simplement l'opération inverse du DCF. Et là, vous voyez que actuellement Microsoft en gros devrait délivrer une performance de 11,2% par an. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre-là? En fait, si on pense que Microsoft aura une croissance supérieure de ses free cash flow par action, ça veut dire que c'est une bonne, au prix actuel, c'est un bon investissement. Par contre, si on pense que Microsoft fera moins que 11% de croissance de son free cash flow par action, là au contraire, ça veut dire qu'en fait, on paye peut-être un peu trop cher l'action au prix actuel. C'est une méthode de valorisation comme une autre. Et là, ici, ce cas-là n'est absolument pas un conseil en investissement. Voilà, donc on a vu ensemble les 3 méthodes de valorisation. Encore une fois, on pourrait aller encore plus loin, mais je veux faire simple. Prochaine étape maintenant, on va passer à l'analyse d'un business. Alors voilà, ça va aller un peu plus vite que la valorisation et que
les précédents chapitres. Comment on analyse un business? Premièrement, si on veut regarder la croissance, les éléments financiers rapidement d'un business. Qu'est-ce qu'on a comme option qui s'offre à nous? Tout simplement pour avoir les chiffres les plus réalistes et qui ont le moins de chances d'être erronés. Mais comme on l'a dit, vous allez directement dans les comptes de résultats de l'entreprise, comme on a fait tout à l'heure. Et là, vous avez directement les informations à la source. Donc, vous avez un risque qui est proche de zéro, hormis donc fraude comptable ou erreur, mais c'est extrêmement rare. Vous avez un risque proche de zéro d'avoir une erreur sur les chiffres, donc c'est la meilleure information possible. Maintenant, si vous êtes un peu flemmard et que vous aimez bien que vous ayez vos informations qui soient globalement centralisées au même endroit, vous pouvez aller par exemple sur Zone Bourse. Je précise que je ne suis absolument pas sponsorisé par Zone Bourse, ni tous les autres screeners que je vous montrerai. Mais c'est des screeners, des applications que j'utilise au quotidien ou presque. Donc c'est pour ça que je vous les montre. Par exemple sur Zone Bourse, ici en allant dans l'onglet Finance comme ici et après dans Prévision des analystes ou peu importe, vous avez les informations synthétisées sur les dernières années, de 2020 par exemple jusqu'à 2024. Vous avez également les anticipations de bénéfices sur les 3 prochaines années qui sont réalisées par les analystes. Vous avez donc la totalité du compte de résultat. Donc vous avez le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat d'exploitation, etc. Vous avez également le bilan, donc tout ce qui est trésorerie, dette. Vous avez donc tout ce qui est les marges en pourcentage. Vous avez quelques ratios de rentabilité. Vous avez plein d'informations qui sont hyper intéressantes. Donc pour ça, je vous conseille vraiment d'aller sur Zone Bourse. Après, vous en avez d'autres. Vous avez également Morning. Morning qui est également un forum. On va rester par exemple là sur Apple. Donc Morning vous propose également juste ici des jolis graphes assez synthétiques sur l'évolution du chiffre d'affaires, du free cash flow par action, du bénéfice par action, en gros toutes les métriques dont on a parlé récemment, les marges, etc. Donc ça peut vous paraître un peu compliqué dès le début, mais dès que vous prenez en main l'outil, vous allez voir, c'est juste hyper simple, que ce soit pour Zone Bourse, pour Morning, etc. Donc ça, c'est un outil aussi que j'utilise. Et enfin, le dernier outil, celui que j'utilise le plus, c'est TradingView. Pourquoi? Parce que c'est celui qui me semble le plus complet et celui qui est aussi mis à jour vraiment en temps réel. Donc, vous avez encore une fois le compte de résultats ici, vous avez le bilan et ensuite les cash flows. Donc voilà, je ne vais pas plus loin que ça, je vous montre juste rapidement. Donc vous avez toutes les informations et en plus de ça, en fait, contrairement à Zone Bourse qui garde uniquement les 5 dernières années, avec TradingView, vous avez les 7 dernières années. Donc encore une fois, je ne suis pas payé pour vous dire ça, mais c'est juste l'outil que je trouve le plus ergonomique, c'est ma façon de faire. Donc moi, je m'y suis habitué, mais c'est un outil qui est extrêmement efficace, extrêmement rapide et qui est gratuit, en tout cas qui a une formule gratuite. Voilà. C'est un outil que je vous conseille également. Maintenant, vous savez à peu près retrouver les informations financières. Comment est-ce qu'on analyse une entreprise? Tout simplement, je vous ai mis les rapports annuels dans lesquels vous allez retrouver la partie business et ensuite vous allez retrouver la partie proxy. Alors, tout simplement, donc, on veut savoir par exemple comment fonctionne Apple, quels sont ses concurrents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le rapport annuel, très très simple. On retourne sur le rapport annuel. Vous voyez ici que vous avez un peu de blabla et après vous avez la table des matières. Qu'est-ce qu'on retrouve ici dans la partie 1? Bizarre, le business. Donc en gros, tout simplement, la première partie du rapport annuel, c'est le business. Le business, en gros, c'est 90% du rapport annuel. En tout cas, c'est 90% des informations qui nous intéressent. Très honnêtement, le reste, tout ça là, contrôle, procédure, etc. Soit vous faites directement confiance aux régulateurs américains, où en fait c'est là où vous avez quasiment le moins de fraude au monde, avec peut-être quelques pays de l'Union européenne. Soit vous faites confiance aux régulateurs américains et vous n'avez pas besoin de lire tout ça, soit vous ne faites pas du tout confiance aux régulateurs américains, mais dans ce cas-là, en fait, je pense que ça sert quasiment plus à rien d'investir en bourse si vous vous méfiez de tout le système financier. Donc globalement, en fait, toutes les parties là, ça va vous indiquer les procédures, le changement de direction, les filiales, etc. C'est des documents qui sont vraiment pas intéressants. Honnêtement, les 3-4 plus grosses parties intéressantes, c'est donc le business. Le business, c'est logique. Les facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, parfois ils sont vraiment explicités, d'autres fois c'est juste des risques globaux, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire que si vous avez de la dette, attention, la dette ça a un poids, ça a des intérêts, donc c'est dangereux. Donc c'est pour ça que les risques de facteurs,
c'est parfois intéressant, mais parfois il ne faut pas y passer trop de temps. Donc ces deux-là, c'est quand même à lire en fait quasiment à chaque fois, systématiquement. Business, facteur de risque. Et ensuite, vous allez regarder donc dans les Financial Statement and Supplementary Data. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les comptes de résultats, donc le bilan, le compte de résultats, les cash flows, etc. C'est les différents documents comptables. Voilà, donc vous en avez 3 à lire impérativement dans un rapport annuel. Premièrement, donc voilà, le business, vous voyez ici, c'est décomposé donc entre la partie produit, donc qu'est-ce que l'entreprise vend comme produit? iPad, Mac, etc. Vous les connaissez. Hein. Qu'est-ce que l'entreprise vend comme service? Et enfin, quels sont les segments en fait? Parce que l'entreprise, en fait, elle reporte ses résultats sous forme de segments. Partie iPhone, partie produits physiques, partie service, partie Japon, Europe, etc. Vous avez compris. Elles vont vous détailler également comment elles font le marketing de l'entreprise, comment elles distribuent leurs produits. La compétition, c'est quelque chose d'intéressant. La fourniture des éléments, donc en gros tout ce qui va être fournisseur, chaîne d'approvisionnement, la R&D, etc. Bon voilà, vous avez plein d'éléments à lire, il y en a qui sont un peu moins intéressants que d'autres, mais au moins les premières lignes, je vous incite à regarder, parce que le plus gros risque quand on investit, c'est d'investir dans une boîte qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est le plus gros risque, donc allez lire impérativement. Donc ça, c'était pour le rapport annuel. Voilà, je vous ai dit donc business, facteur de risque et financial supplement, donc en gros les données financières. Maintenant, il y a un autre document qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le proxy statement. Donc le proxy statement, on va taper voilà Apple, voilà. Le proxy, c'est donc lié à tout ce qui va être les salaires, le conseil d'administration, donc ça va être un peu moins financier, ça va plutôt être organisationnel, juridique, informel. Donc on va regarder le Definitive Proxy Statement. Ici, vous voyez que c'est pas tout à fait donc la même présentation au niveau de la table des matières. Et donc enfin, ce qui nous intéresse dans le Proxy Statement, c'est principalement en fait la rémunération des dirigeants et des directeurs, donc les directeurs du conseil d'administration. Ce qui nous intéresse nous, c'est déjà de regarder si les salaires ne sont pas mirobolants, voire irraisonnables. Quand on voit que certains patrons sont payés 400 millions de dollars, bon, je pense que voilà, tout le monde peut comprendre que c'est juste inconcevable, en fait, c'est juste irréel. Donc, on regarde principalement déjà voilà, donc, la rémunération totale. Ici, on voit que bon, 15-25 millions de dollars pour Apple. Apple, c'est, pour rappel, 100 milliards de dollars de bénéfices. Donc 15 millions pour rémunérer un patron, enfin le patron de la plus grande entreprise du monde. 15 millions, moi ça me paraît pas déraisonnable, en tout cas par rapport à l'historique de l'entreprise et par rapport à ce qui se fait du côté des autres entreprises cotées. 15 millions, ça me paraît correct. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la composition de ce salaire-là. Sur les 15 millions, combien sont payés en fixe? Un salaire fixe, ça vous incite pas à vous démener pour l'entreprise, à vous creuser la tête, à chercher de nouvelles idées. Donc on regarde la pondération en fixe. Ici, on voit que vous avez 3 millions de dollars, donc ça fait environ 20% du salaire annuel. C'est légèrement élevé, mais c'est pas choquant. Voilà. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est la partie Non-Equity Incentive Plan Compensation. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la partie variable sur objectif. Ici, vous avez donc 10 millions de dollars qui sont liés à la partie variable, ce qui est au moins 3 fois supérieur à la partie fixe. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez raisonnable, puisque une fois que, quand vous êtes payé uniquement en fixe, on l'a dit, hein, ça ne vous incite pas à vous démener pour l'entreprise et à avoir des intérêts alignés avec les actionnaires. Et concernant les intérêts alignés avec les actionnaires, comment est-ce qu'ils se manifestent? Ils se manifestent avec une partie du salaire qui est payé en actions. En fait, quand par exemple, vous êtes payé à 80% en actions, votre salaire, en fait, c'est les actions, c'est-à-dire soit la vente de celle-ci, soit les dividendes. Donc, si vous avez que des actions, en fait, vous avez envie que le cours de l'action monte. Et donc, vous allez commencer à réfléchir en tant que dirigeant et propriétaire d'actions, qui a envie que ces actions montent. Donc ça, c'est un alignement des intérêts qui est hyper important à regarder. Malheureusement, ici, on voit que sous la partie all other compensation, donc c'est principalement soit des stock options, soit des actions, il n'y a pas grand-chose. 1 million, c'est quand même assez faible, donc ça, c'est quand même assez dommage. Maintenant, Tim Cook reste quand même un excellent directeur, hein, mais on veut en général des entreprises qui ont un peu plus d'actions en tant que rémunération. Juste ici, là, je vous ai mis donc un graphique qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les rapports. Qu'est-ce que c'est? Ici, par exemple, vous avez le pay mix target. Donc en gros, c'est le salaire que devrait recevoir et qui, dans la majorité des cas, est reçu par le patron. Ici, par exemple, pour cette boîte-là, on voit qu'en fait, 94% en fait,
du salaire, c'est lié à la performance de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez 6% environ en fixe, ce qui est quand même bien inférieur aux 20% qu'on a chez Apple. Vous avez 10% en variable et le reste, 85%, c'est des actions. Donc quand vous avez 85% de votre salaire qui est lié en actions, forcément là, vous allez avoir un intérêt, enfin un alignement des intérêts avec les actionnaires et les cadres. Donc ça, c'est juste voilà, ce qu'on veut vraiment au maximum pour l'entreprise. L'alignement des intérêts avec les actionnaires. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec ça, la rémunération, le deuxième élément qui est important à regarder concernant donc le proxy statement, c'est tout simplement en fait la durée de présence des cadres dans l'entreprise et possiblement aussi quelles entreprises en fait ils ont fait avant. Si en fait tous les 3 ans vous avez de nouvelles personnes au board, donc au conseil d'administration et qui font en fait toutes les entreprises concurrentes, souvent c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'en gros ça veut dire qu'ils accueillent à peu près tout le monde et que on n'a pas vraiment une culture d'entreprise qui favorise les cadres à rester longtemps dans l'entreprise. Alors ici, Tim Cook, il est par exemple directeur depuis 2011, donc 2011-2025, ça fait quand même 14 ans, donc pour le coup là, voilà, c'est quand même un signe de longévité et que tout simplement que les actionnaires et les administrateurs le veulent en tant que patron. Donc ça c'est une bonne chose hein, parce que les administrateurs peuvent virer à tout moment le patron. Donc s'il est là depuis 14 ans, c'est qu'il fait du bon taf. Ici vous avez le chairman, donc le chairman c'est quoi? C'est le directeur, donc c'est le président du conseil d'administration. Là, le mec, il est là depuis 2000, donc c'est pareil, ça fait 24 ans qu'il est là. Donc, encore une fois, le président, il est élu par les autres administrateurs du conseil d'administration, bien évidemment. S'il est là depuis 24 ans, c'est qu'encore une fois, il fait du bon travail. Donc ça, c'est excellent. Bon, après, voilà, le plus important, c'est surtout de regarder le CEO, donc le PDG, le chairman, le président du conseil d'administration, et enfin donc le CFO, donc en gros le DAF, le directeur financier. Ça, c'est surtout les 3 plus importants à regarder. Après, le reste, la composition, par exemple, du comité d'audit, etc., c'est clairement pas le plus intéressant. Mais concentrez-vous surtout sur directeur financier, PDG et président du board. Voilà, c'est les 3 plus importants à regarder. Donc, on regarde quoi? La longévité, les postes qu'ils ont occupés avant et leur rémunération. Maintenant qu'on a fini, donc, voilà, sur le rapport annuel, le business. Maintenant, on va passer sur les différentes stratégies ainsi que les performances. Quand vous investissez dans des actions, elles sont représentées par diverses stratégies ou en tout cas secteurs. Vous avez des actions de qualité, forcément, vous comprenez le thème. On va d'ailleurs même se mettre sur MSCI parce que MSCI, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, ils vous précisent en gros comment sont définies les différentes actions. Donc ici, on a le quality. Donc tout simplement, le quality, c'est en gros des retours sur capitaux propres. Donc en gros, la rentabilité générée par l'entreprise. Donc il faut que cette rentabilité-là, elle soit élevée. Il faut que vous ayez des bénéfices en croissance et stables d'une année à l'autre. Et enfin, une dette qui est maîtrisée. Donc ça, c'est le facteur qualité. Donc, est-ce que vous avez investir dans ce type d'entreprise, oui ou non? En général, on regarde ici. Là, on est donc sur le MSCI World Quality. On en a parlé tout à l'heure, hein, MSCI World. MSCI World, c'est quoi? C'est les entreprises de pays développés dans le monde entier. Vous avez quand même une surperformance de 3 points de pourcentage annuel par rapport à l'indice MSCI World classique. Donc voilà, c'est une stratégie qui a montré qu'elle pouvait surperformer sur long terme. Ça ne veut pas dire que cette surperformance-là va se poursuivre, mais en tout cas, voilà, il y a eu une surperformance sur les 30 dernières années. On peut regarder également la stratégie value, à quoi ça sert, quel est l'intérêt d'investir dans une stratégie value? C'est quoi? C'est en fait une entreprise qui est décotée par rapport au marché, par rapport à ses pairs ou alors par rapport à son historique, tout simplement. Pour définir ces actions-là, on utilise 3 variables. La valeur des capitaux propres par rapport à la capitalisation boursière, le rendement du dividende et ensuite le ratio, donc le PER avec comme critère les bénéfices non pas des 12 derniers mois, mais on va utiliser au contraire les bénéfices des 12 prochains mois. Tout simplement. Donc en gros, une action value, c'est quoi? C'est une action qui se négocie avec des niveaux de valorisation ou un PER plus bas que la moyenne ou que ses pairs ou que l'indice boursier, etc. etc. Voilà, c'est l'investissement dans des entreprises décotées. Et enfin, on peut également parler du MSCI World Growth. Attends, pardon, je ne vous ai pas montré la performance du MSCI Value. Le MSCI Value, le MSCI World Value a tendance à quand même surperformer très très légèrement depuis 50 ans. Donc 50 ans, c'est quand même une donnée qui est un peu plus longue. Et enfin, on a quoi? On a le MSCI World Growth. Donc comme le dit le nom, c'est l'investissement dans des valeurs de croissance. Donc des entreprises qui vont avoir une croissance à long terme, des bénéfices anticipés.
Donc est-ce que Apple, par exemple, sur les 5 prochaines années, va réussir à doubler son bénéfice ou non? Bon, voilà, en tout cas, si c'est le cas, elle devrait figurer sans trop de soucis dans le MSCI World Growth. Donc vous avez ces différents ratios, pardon. Et qu'est-ce qu'on remarque en fait, c'est que globalement, en fait, les entreprises qui sont le plus représentées dans le S&P 500 sont des valeurs de croissance, puisque les 10 premières lignes du S&P 500 en fait, sont quasiment les mêmes que les 10 premières lignes du MSCI World Croissance. Apple, Amazon, etc. Donc les GAFAM, voilà. Donc ça, c'est une stratégie. Et par contre, vous voyez qu'ici, elle a tendance à faire un peu moins bien que le MSCI World, en tout cas sur une période de très long terme. Parce que ici, une période de 10 ans, comme vous le voyez ici, c'est pas suffisant pour c'est pas suffisant pour faire en fait des études et définir quelle stratégie fonctionne le mieux, parce que ça prend en compte qu'un seul environnement macroéconomique. Les 10 dernières années, c'était globalement une période de taux faible avec assez peu d'inflation, et donc ça va privilégier les entreprises de croissance. Maintenant, sur 50 ans, donc une période qui comprend plusieurs cycles macroéconomiques, on voit que la croissance fonctionne légèrement moins bien que un style neutre. Donc ces différents facteurs-là, c'est toujours intéressant de les regarder de près et ensuite voilà, de vous faire une idée ce que vous avez envie d'intégrer à votre portefeuille. Maintenant, on va passer à une autre catégorie, donc les différences entre les grosses entreprises, les petites, les marchés développés et les marchés émergents. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est dans quoi est-ce que vous voulez investir? Est-ce que vous voulez investir dans les grosses capitalisations, Apple, Total, etc. Est-ce que vous voulez investir dans les petites capitalisations? Est-ce que vous voulez investir dans BIC, par exemple? Est-ce que vous voulez investir dans Beneteau, dans Fountain Pajot? Est-ce que vous voulez investir dans des petites entreprises américaines? Par exemple, ici, quand on prend l'indice MSCI USA, pour rappel, l'indice MSCI USA, c'est comme le S&P 500, c'est juste que voilà, vous allez avoir un peu plus d'actions, mais ça, au niveau de la pondération et de la performance, ça change quasiment rien. Depuis 2000, alors 2000 encore une fois, c'est pas forcément suffisant, mais on n'a pas d'autres données, voilà. Mais en général, les petites capitalisations ont tendance à faire mieux. Pourquoi? Parce que dans une petite entreprise, c'est plus simple de faire x10 quand vous avez un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros plutôt que quand vous faites 400 milliards. Voilà, ça paraît logique. Donc les petites entreprises ont tendance à avoir une croissance supérieure. Par exemple, sur cette étude-là, il montre également que les small caps fonctionnent un peu mieux que les grandes capitalisations, en tout cas que le marché global. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a moins d'inertie, parce qu'il y a plus de croissance dans les petites entreprises. Et donc, sur de long terme, comme le marché boursier à long terme, c'est la croissance des bénéfices. Plus vous avez de croissance, plus les marchés auront des niveaux élevés. Donc tout simplement, voilà. Les small caps, ça peut être intéressant d'en avoir en portefeuille. Maintenant, il faut faire attention. Alors les risques, je vous les ai mis ici, c'est que en fait, quand vous êtes une petite entreprise, tout simplement, quand vous allez avoir de l'inflation, des taux d'intérêt ou alors une diminution des ventes, tout simplement, les marges vont beaucoup plus se comprimer qu'une grosse entreprise qui aura plus d'assises financières. Voilà, ça c'est pas compliqué à comprendre. Et enfin, la différence entre les marchés développés et les marchés émergents, tout simplement, c'est que, voilà, si je vous mets ici donc MSCI World, tout simplement. Donc on va avoir la différence entre le MSCI World, donc les pays développés, et ici les MSCI Emerging Market, donc les marchés émergents. Vous voyez qu'en fait à long terme vous avez une légère surperformance, mais ce qu'il faut savoir c'est que en fait les marchés émergents sont beaucoup moins efficients, c'est-à-dire qu'en fait l'efficience c'est à quel point les informations sont en fait intégrées dans les cours de bourse. C'est-à-dire que si Apple par exemple ils annoncent qu'ils pensent qu'ils vont faire x2 sur leurs bénéfices dans 3 ans, globalement tout le monde va se jeter sur l'action Apple, donc le prix va monter et donc le prix en fait prendra en compte directement la croissance des bénéfices futurs. Par contre, si Alibaba vous dit que dans 5 ans leurs bénéfices vont faire x3, en fait le prix va peut-être monter de 10%, mais c'est pas sûr du tout qu'on ait une hausse bien plus importante. Donc en fait voilà, c'est l'efficience des marchés qui en fait intègre, donc qui prend en compte la valorisation des entreprises. Donc l'efficience des marchés sur les marchés émergents, elle est quasiment nulle en fait. C'est des marchés qui ne sont pas du tout efficients. Si on regarde d'ailleurs les 10 dernières années, vous voyez que la courbe en jaune, c'est les marchés émergents. Vous voyez qu'en fait, ça n'a quasiment pas progressé, alors que en fait, les bénéfices, eux, ont quand même bien progressé. Mais en fait, les flux d'argent sont allés sur les marchés développés, et c'est pour ça que sur les marchés développés, donc la courbe en bleu, vous avez une bien meilleure performance boursière, tout simplement. Voilà. Et après, on peut prendre également d'autres risques en compte. Le risque politique qui est bien plus élevé dans les pays émergents, donc Russie, Chine, etc. La Chine, quand elle vous impose des droits sur les grosses entreprises,
qu'elle va fliquer ses patrons. C'est des risques qui sont dangereux. Vous avez également la culture d'entreprise qui est complètement différente d'un pays à l'autre. Vous avez le risque de fraude, notamment en Inde et dans les pays asiatiques, où par exemple la plus grosse fortune du monde asiatique a été divisée par 3, je crois, en l'espace de quelques jours, parce que l'entreprise en gros avait fait de la fraude, tout simplement avait fraudé. Donc mais quand vous avez une entreprise qui fait de la fraude directement, le marché sanctionne. Enfin, après voilà, vous avez la valorisation. En fait, la valorisation, c'est ce qui en fait intègre tous ces chiffres-là, le risque politique, l'efficience, la performance, etc. Et donc forcément, sur des marchés développés, vous allez avoir une valorisation qui est beaucoup plus importante que sur des marchés émergents, tout simplement. Et enfin, vous avez le risque de devise, parce que si vous achetez une action chinoise, ben, vous allez quand même l'acheter en dollars via les ADR, bon ça c'est quelque chose d'autre, soit vous allez l'acheter donc directement dans la monnaie locale. Vous allez l'acheter en yens, en euros, en yuan, en réal brésilien, en renminbi, donc c'est la monnaie indienne je crois, ou en rouble indienne, pardon. Et donc, avoir une devise étrangère, ben, ça veut dire que vous êtes soumis au taux de change, aux fluctuations du taux de change. Donc, ça peut être positif comme négatif. Donc, ça, c'est un risque à prendre en compte. Un autre élément auquel il faut penser, c'est son horizon de temps. Pourquoi vous investissez? Dans quelle raison? Est-ce que vous préparez un mariage? Est-ce que vous préparez votre retraite? Est-ce que vous préparez des vacances qui sont dans 3 mois? Est-ce que vous voulez vous constituer un capital pour en fait faire un apport immobilier? L'horizon de temps, il est hyper important à prendre en compte. Si vous avez un horizon de temps inférieur à 1 an, n'allez pas sur la bourse. La bourse, c'est réservé à partir d'un horizon de temps de 3 à 4 ans. En dessous, ça devient trop risqué, vous allez avoir des risques de perdre votre argent. Donc l'horizon de temps, très simple, hein, voilà. Il faut, avec la bourse, être long terme. Il faut avoir un horizon de temps long terme. Si vous voulez faire du trading, ça n'a rien à voir avec la bourse. En fait, pourquoi? Parce que si vous faites du trading, on l'a dit tout à l'heure, la bourse, c'est quoi? C'est la croissance des bénéfices à long terme. Si vous faites du trading, en fait, les bénéfices n'auront aucun impact sur les cours de bourse. Ça va principalement être ce qui va changer, enfin, ce qui va impacter les cours de bourse, ça va principalement être des news. Imaginons Trump qui annonce 10% de droits de douane sur le Mexique, 10% de droits de douane sur le Canada. Mais après cette annonce-là, forcément, il y a de fortes chances que les actions canadiennes baissent. Pourtant, les bénéfices peuvent rester pareils, à pas grand-chose près. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'horizon de temps, c'est hyper important et la bourse, c'est réservé pour du long terme. Si vous faites du trading, c'est très bien, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous faites du trading, je ne pense pas que cette vidéo soit pour vous. Ici, on est vraiment pour parler d'investissement à long terme. Donc, qui dit bourse dit investissement à long terme, dit arriver à se détacher des écrans. Si encore une fois vous investissez en bourse mais que tous les jours vous vous sentez obligé de regarder les cours de bourse, c'est que c'est pas bon signe. Vous pouvez le faire par exemple par passion parce que vous souhaitez toujours avoir une bonne opportunité, vous ne voulez pas rater le train sur une entreprise, vous surveillez des niveaux, bon ça va. Mais si en fait vous stressez à cause de vos actions et que vous vous sentez obligé de regarder tous les jours, globalement vous allez vous ruiner la vie. Donc voilà, passez votre chemin, la bourse n'est peut-être pas faite pour vous, vous avez plein d'autres solutions d'investissement par contre qui pourront vous intéresser. Voilà. L'horizon de temps, pensez long terme avec la bourse, évitez le trading, c'est là où vous allez perdre de l'argent. Chapitre suivant donc. Construire son portefeuille. Qu'est-ce qu'il faut pour construire un portefeuille? Il faut être diversifié. Ça, je pense que c'est un conseil que vous avez déjà pu entendre des dizaines de fois. Être diversifié, ça veut dire quoi être diversifié? Ça veut dire être diversifié sectoriellement, ne pas avoir que de la technologie. Si vous avez une conviction sur la technologie, c'est très bien. Le problème, c'est que si on a une rotation sectorielle, c'est-à-dire que tous les flux des épargnants vont des actions technologiques vers des actions, par exemple, des matières premières, vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous serez investi que sur un secteur. Donc, être diversifié, ça veut dire être diversifié sectoriellement, ne pas avoir qu'un seul secteur. Ça peut être diversifié géographiquement, ne pas être investi qu'en France. On remarque souvent qu'en France, il y a un gros biais domestique et donc que les investisseurs français sont souvent hyper pondérés sur la France, alors que la France, c'est que 3% de la capi boursière mondiale. C'est que 3%. On constate qu'il y a quoi? Il y a entre 50 et 100% des investissements qui sont directement faits en France, alors que on devrait être quand même beaucoup mieux diversifié. Donc sectoriellement, géographiquement, en termes de devises également, ça peut être intéressant d'avoir du dollar. Ça peut être intéressant d'avoir du dollar. Pourquoi? Parce que si votre monnaie elle se dévalue constamment, le dollar ça peut être une réserve de valeur. Ça peut être également le cas avec le franc suisse. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs devises différentes dans son portefeuille. Il faut également diversifier son portefeuille en fonction des stratégies d'investissement, pas avoir que de la croissance, parce que si vous avez que de la croissance, dès que l'inflation va repartir ou dès que les taux d'intérêt vont repartir également à la hausse,
ben, en fait, les valeurs de croissance vont se faire déchiqueter. Donc, c'est hyper important d'avoir plusieurs styles d'investissement dans son portefeuille, de la croissance, de la value, un peu de dividende, pourquoi pas, mais voilà, mélanger ces styles de valeurs-là, parce que sinon, encore une fois, s'il y a une rotation sectorielle, voilà, des flux d'argent qui vont d'un secteur à un autre. Donc, si par exemple, on a une rotation sectorielle vers les actions value ou vers les actions européennes, ce qui est tout à fait possible, hein, ça veut dire que les actions européennes et value vont mieux performer parce qu'il va y avoir des flux d'argent sur ces entreprises-là. Par contre, les actions américaines ou technologiques ou de croissance, elles, vont beaucoup moins bien performer. Et donc, si vous êtes investi que sur un type de secteur, encore une fois, vous allez être pénalisé. Donc, attention voilà, à être bien diversifié géographiquement, sectoriellement, en termes de devises, en termes de stratégie. Après, bon, voilà, vous pouvez différemment en termes des types de business. Vous pouvez vous diversifier avec des entreprises qui proposent des services, d'autres de la manufacture, d'autres de la distribution, des entreprises qui font beaucoup d'investissements organiques, d'autres qui font beaucoup d'acquisitions, d'autres qui vont directement reverser beaucoup d'argent aux actionnaires. C'est intéressant voilà, en fait, d'avoir un mélange de tout ça pour être le mieux diversifié possible. Maintenant, ça, c'est un conseil pour les portefeuilles en actions. Si vous avez un ETF, là, c'est du gâteau parce que vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à acheter un ETF qui est globalement bien diversifié. Alors, c'est sûr que si vous avez qu'un ETF qui est par exemple sur le secteur automobile européen, là, vous allez être mal. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'un seul secteur, vous n'avez qu'une seule région et vous n'avez qu'un seul type d'entreprise. C'est des entreprises globalement qui versent beaucoup de dividendes, des entreprises dites value et qui sont sur un secteur en déclin. Donc là, c'est pas bingo du tout, il faut faire attention. Donc si vous avez des ETF, pensez être diversifié géographiquement. Vous pouvez par exemple prendre du MSCI World, on l'a vu, c'est hyper diversifié déjà, ça vous offre une énorme diversification avec beaucoup d'États-Unis forcément, parce que c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Donc qui dit belle performance en bourse dit pondération importante. Vous avez globalement tous les secteurs. Vous avez de la technologie, des valeurs financières, de la consommation, de la santé. Donc voilà, vous avez de tout. Alors que si vous êtes uniquement sur le CAC 40, vous avez que des actions françaises. Et ça, c'est quand même assez dangereux parce qu'on l'a vu, s'il y a un risque politique, la dissolution, ça a complètement bousillé la performance du CAC 40. Si je vous mets sur le CAC 40, vous allez voir, sur un an par exemple, vous voyez bien ici l'impact de la dissolution qui a eu lieu en mai, en fin mai. Depuis, on a une performance qui est quasiment nulle en fait. On n'a toujours pas rattrapé les niveaux de mai avant la dissolution. Alors que pourtant, si on regarde juste le Europe Stock 600, donc cet indice-là, c'est un indice qui prend les 600 plus grosses capitalisation boursière européenne, vous voyez que globalement en fait on n'a quasiment pas été impacté par les niveaux de la dissolution, puisque en fait en un an on a eu une performance nulle certes, mais on n'a pas perdu d'argent depuis la dissolution en France parce que vous aviez été diversifié sur plusieurs pays. Donc ça c'est juste hyper important. Être diversifié, donc voilà, avec des ETF, vous pouvez faire un portefeuille d'ETF qui comporte plusieurs ETF, un, deux ou trois. L'important c'est d'avoir les différentes régions géographiques. Donc vous pouvez faire du World, vous pouvez faire du Europe plus S&P 500, vous pouvez rajouter peut-être un peu de Japon, mais voilà, pensez à être globalement bien diversifié. Et en tant que débutant, je vous invite à ne pas aller sur les ETF sectoriels. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable et il faut être sûr de soi en fait concernant les secteurs. Si vous avez une rotation sectorielle, ça c'est hyper dangereux. En fait, votre portefeuille va se faire défoncer parce que vous allez être investi que sur un seul secteur ou alors que deux ou trois secteurs bien précis. Et maîtriser un secteur, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit parce que en fait, les flux d'argent, ça, on n'est absolument pas maître des flux d'argent. Donc, s'il y a des flux d'argent qui vont vers les actions technologiques, ça, vous ne pourrez pas le maîtriser. Vous aurez beau investir ou analyser les entreprises qui composent les indices, vous ne pourrez pas du tout maîtriser le reste et donc les flux d'argent. Donc ça, c'est quand même très très dangereux. On conseille en général d'avoir environ une dizaine ou une quinzaine d'actions dans son portefeuille. C'est un minimum, surtout quand on est débutant en fait, pour ne pas dépendre trop d'une seule action. Et en général, il faut que le top 5 ne représente pas plus de 50% en tant que débutant parce qu'encore une fois, vous allez être trop non plus, vous allez être trop concentré. Donc voilà, une dizaine, une quinzaine d'actions, 10, 15% grand max du portefeuille par action et pas plus. On va passer à l'analyse technique. L'analyse technique, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Tout simplement, qu'est-ce que c'est l'analyse technique? Il ne faut pas en fait confondre analyse technique et analyse fondamentale. Analyse fondamentale, c'est analyse du business, analyse des concurrents, de la croissance, etc. Donc ça, c'est le plus important. Et une fois que vous avez fait votre étude de marché et l'analyse de l'entreprise, vous faites de l'analyse graphique. Et l'analyse graphique, c'est pas censé prendre beaucoup de temps. Imaginons, on va se mettre sur Visa par exemple. Visa actuellement, ce qu'on peut faire avec l'analyse graphique, c'est tracer des points. En gros, on a des supports et des résistances.
Qu'est-ce que c'est un support? Un support, c'est une zone sur laquelle l'entreprise, alors là c'est un mauvais exemple, je vais peut-être vous trouver autre chose, peut-être sur AutoZone, voilà. Un support, c'est un niveau sur lequel l'entreprise en fait, a rebondi plusieurs fois à la hausse. C'est-à-dire que dès qu'elle a touché ce niveau-là, en fait, elle a rebondi à la hausse. Donc ça veut dire qu'un support, c'est quelque chose qui est plutôt positif. C'est quelque chose qui pousse le prix de l'action vers le haut. Ici, par exemple, vous voyez ici que on a à ce niveau-là rebondi, on est reparti à la hausse. Quand on a retouché ce niveau-là, ensuite on est reparti. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un support. Après, vous avez les obliques. Les obliques haussières. Donc en gros, c'est tout simplement un support, mais qui est en diagonale. Voilà, parce que ça monte. Là, vous voyez ici qu'à chaque fois on a rebondi. Pareil ici, où on s'en rapproche. Alors voilà, ici on a rebondi également. Ici on a rebondi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les supports. Voilà, tout simplement, vous comprenez. Et après, on a les résistances. Donc c'est l'inverse. En fait, c'est des niveaux sur lesquels on va toucher une ligne, mais on va repartir à la baisse. Donc ça, c'est quand il y a une pression négative. Et vous voyez ici que voilà, plusieurs fois, en fait, on touche ces niveaux-là et après, on repart à la baisse. Les résistances, vous pouvez les mettre en rouge et les supports en vert parce que voilà, c'est positif les supports et en rouge, la résistance, c'est négatif, tout simplement. Mais il faut savoir que l'analyse technique, c'est pas du tout censé remplacer une analyse fondamentale. C'est pas parce que vous avez une action qui vient de toucher un support que ça va remonter en haut. C'est juste des probabilités. C'est juste que quand vous touchez un support, vous avez plus de chances de repartir à la hausse qu'à la baisse. Faut pas prendre ça pour acquis parce que ça risque de vous coûter très très cher. L'analyse fondamentale d'abord et ensuite, pourquoi pas, de l'analyse technique, mais c'est même pas obligatoire. Voilà, c'est juste pour en fait déterminer un point d'achat. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez investir sur AutoZone, là, par exemple, voilà, vous pourriez attendre et pourquoi pas toucher les 2900, mais en fait, c'est juste voilà pour choisir son point d'entrée et pas plus. Maintenant qu'on a fini avec l'analyse technique, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est important à comprendre. Pour la fiscalité et les comptes d'investissement à regarder, je remercie Finari pour lequel je vais utiliser ce site internet. Vous avez plusieurs poches d'investissement. Vous avez le PEA, donc le plan d'épargne en action, qui est disponible dans à peu près toutes les banques et notamment les banques en ligne. Et ensuite, le compte titre, ça c'est pareil, normalement dans toutes les banques vous en avez un. Je vais me permettre de paraphraser le site de Finary, c'est que le PEA, en fait, vous pouvez investir uniquement dans des actions dont le siège social en fait est dans l'Union européenne. Donc, par exemple, les actions anglaises, c'est fini depuis le Brexit. Les actions suisses également, c'est fini. Donc, c'est principalement en fait des entreprises françaises, belgiques, néerlandaises, espagnoles, portugaises, italiennes, allemandes et c'est à peu près tout. Les pays nordiques, en général, c'est assez compliqué, on n'a pas souvent accès. Donc vous voyez qu'ici en fait avec le PEA, vous avez principalement des actions européennes et françaises. Le compte titre, lui par contre, il permet d'investir dans tout. Toutes les actions, tous les fonds, toutes les obligations. Il permet voilà, d'investir sans restriction et ce qui permet en fait d'avoir une excellente flexibilité. Maintenant, le PEA, c'est super, mais vous avez un plafond de 150 000 euros. Alors que le compte titre, vous pouvez y mettre autant d'argent que vous voulez. Le PEA, en fait, le plafond, il correspond à quoi? Au versement. C'est-à-dire que vous pourrez verser 150 000 euros maximum. Par contre, imaginons que vous vendez des actions au sein du PEA, mais tant que l'argent reste dans le PEA, vous pourrez réinvestir. Ça veut dire que si vous avez fait par exemple 50 000 euros de plus-value, vous allez pouvoir réinvestir ces plus-values-là. Ça ne va pas être limité. Donc voilà. Mais pour les grosses bourses, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, vous pouvez être rapidement limité. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont passer au compte titre. Maintenant, la fiscalité, l'avantage principal du PEA, c'est que vous n'êtes exonéré d'impôt sur le revenu après 5 ans. Ce qui veut dire que si, imaginons, vous avez fait une plus-value avec des actions totales et que vous revendez votre titre 5 ans après avoir ouvert votre PEA, vous allez être exonéré d'impôt sur le revenu et du coup, vous ne serez que soumis aux prélèvements sociaux qui sont équivalents à 17,2% du montant de la plus-value, tout simplement. Voilà. Par contre, ce qui se passe, c'est que si vous sortez de l'argent du compte avant les 5 ans, avant les 5 ans, en fait, votre compte va automatiquement se fermer et vous allez être soumis en plus de ça à l'impôt sur le revenu. Tant que l'argent reste dans le compte, vous n'êtes pas du tout imposé sur les plus-values. Donc si, imaginons, voilà, vous faites 50 euros de plus-value avec Total, tant que l'argent reste dans le compte, vous ne serez pas imposé sur Total. Par contre, si vous achetez du Total sur un compte titre et que vous faites une plus-value, ben là vous serez directement imposé. Donc voilà, c'est la nuance et c'est surtout cet avantage-là en fait qui est intéressant pour le PEA, alors que sur le compte titre, vous le voyez ici, imposition des gains à 30% via le prélèvement forfaitaire unique. Et dans le cas où vous ayez des revenus faibles, voire très faibles,
ça peut être intéressant de passer sur le barème progressif de l'IR, du coup pour éviter d'être taxé sur l'impôt sur le revenu, et ensuite il vous restera que les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, vous serez quand même imposé à 17,2% sur toutes les plus-values. Avec le PEA, vous êtes plus restreint en termes de temps et de choix d'action, mais vous avez un avantage fiscal qui est non négligeable, c'est vraiment hyper important. Et par contre, vous avez sur le compte titre beaucoup plus de flexibilité, mais une imposition qui est un peu plus importante. Voilà, donc on en sait un peu plus sur la fiscalité et les types de courtiers à choisir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder tout simplement mes erreurs en fait, parce qu'on a fini globalement avec l'investissement. Vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter une action. Tout simplement, voilà, vous ouvrez un PEA, un compte titre. Vous savez à peu près comment analyser une entreprise. Vous allez sur les rapports annuels, vous regardez la rémunération des dirigeants, vous regardez le business, vous regardez voilà, les concurrents, vous regardez également les finances. Est-ce qu'il y a de la croissance? On l'a dit, la croissance des bénéfices, c'est ce qui fait la bourse à long terme. Donc il faut qu'il y ait de la croissance. Si vous n'avez pas de croissance, il y a quand même assez peu de chances que vous fassiez des belles plus-values en bourse. Et enfin, voilà, il faut regarder la comptabilité. Est-ce que l'entreprise est rentable? Est-ce que l'entreprise a de la dette? Est-ce que l'entreprise génère du cash? C'est ça qui est important aussi. Est-ce que l'entreprise est bien valorisée? Est-ce qu'on a une valeur qui est attractive à ce moment-là? On a vu, il y a plusieurs méthodes de valoriser l'entreprise. Les multiples, est-ce que le PER est vraiment plus élevé que la moyenne? Est-ce que le PER est plus élevé que l'indice, plus élevé que les pairs par rapport à l'historique? Est-ce que le DCF nous indique qu'on paye cher pour la croissance? Est-ce que le DCF reverse nous dit qu'au prix actuel, on est trop cher? Bon voilà, vous avez compris, on a vu un peu tout ça ensemble. Maintenant, vous savez comment faire, mais ce qui vous manque, c'est peut-être de l'expérience et des connaissances. Donc moi, ça fait quand même 3 ans que j'investis en bourse. Bon, ça reste quand même très modeste face à des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience, mais j'ai quand même pu faire quelques erreurs et je pense que vous aussi, vous en ferez. Et donc, je peux quand même vous donner des conseils d'amis sur les erreurs que j'ai faites. Tout simplement, la première, c'est les couteaux qui tombent. En fait, en bourse, on est très rapidement intéressé par les entreprises qui ont une configuration graphique assez catastrophique et qui ressemble par exemple à ça en fait. Voilà. Donc une entreprise par exemple comme Téléperformance dont je suis actionnaire et qui a fait par exemple depuis janvier 2022, donc en gros depuis 3 ans, janvier 2022, janvier 2025, qui a réalisé une performance d'environ 76%. Donc en gros, le prix de l'action a été divisé par 4. Pardon, moins 76. Le prix de l'action a été divisé par 4. Donc en fait, ça donne envie. On se dit, bon, mais d'accord, le prix de l'action a été divisé par 4, mais est-ce que moi, je pourrais pas faire x4 du coup en investissement maintenant? Et en fait, c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est-à-dire acheter une entreprise qui se pète la gueule en se disant, ouais, ça a baissé d'autant, donc ça va remonter d'autant. Sauf qu'en fait, si ça baisse, il y a toujours des raisons. Alors, les raisons, elles peuvent être graves comme beaucoup moins graves, et donc voilà, on peut se dire que finalement c'est pas grave, mais le marché aura toujours raison. Donc si ça va se péter la gueule, en général, le conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre, de patienter, de ne pas prendre le couteau qui tombe dans les mains au risque de se le trancher et de s'enfoncer dans la main. C'est en fait une image, le couteau qui tombe, mais c'est vraiment réel. Les couteaux qui tombent ont énormément de chances de continuer à baisser jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle majeure qui permette au marché du coup de réinvestir sur cette entreprise là et de considérer cette entreprise comme safe tout simplement. Donc premièrement, évitez les gros couteaux qui tombent, c'est juste la pire idée en tant que débutant. Vous risquez d'être dégoûté de la bourse en fait en achetant une entreprise en vous pensant plus intelligent que le marché. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis cru pour un génie. Je me suis pris pour un génie. J'ai cru que j'étais plus intelligent que le marché. Et au final, du coup, le marché m'a appris un peu la vie et donc m'a dit que c'était pas aussi facile que ça de faire de l'argent en bourse et notamment avec des couteaux qui tombent. Donc l'exemple de Téléperformance, il est parfait parce que même moi, je suis tombé dans le panneau. Je me suis cru plus intelligent. Et au final, j'ai appris de mes erreurs. Donc maintenant, j'évite les couteaux qui tombent. Ou en tout cas, il faut y aller tout doucement. Voilà. Et donc la deuxième leçon que je peux vous donner, c'est de sizer correctement son portefeuille et de ne pas se précipiter et de rentrer en une seule fois. Tout va ensemble. Sizer correctement son portefeuille, c'est-à-dire déterminer une pondération correcte de ses actions. Vous n'allez pas investir 40% de votre portefeuille sur une seule action. Vous allez essayer de répartir convenablement en fonction des perspectives de croissance, etc. Vous n'allez pas faire des all-in sur des entreprises, c'est quand même très très dangereux. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec Téléperformance, c'est que j'ai investi énormément d'argent sur une seule entreprise. Ce qu'il faut faire, c'est sizer correctement, ne pas avoir des surpondérations et ne pas faire de micro-positions non plus qui font 0,2% de votre portefeuille. En fait, ça va juste vous demander du temps et vous allez payer des frais pour rien, tout simplement. Donc,
Sizez correctement votre portefeuille, ne mettez pas tout votre argent dans une seule entreprise, c'est la meilleure façon encore une fois de dégoûter de la bourse et de perdre de l'argent. Pas se précipiter sur l'entreprise, qu'est-ce qu'on disait? Ça c'est le couteau qui tombe. Moi j'ai vu ça, j'ai vu que ça baissait de temps, je me dis bon il faut que j'investisse avant que ça remonte. Au final, bon voilà, c'est toujours pas remonté. Donc faites très très attention à ça, il ne faut pas se précipiter sur une action, il faut rentrer en plusieurs fois. C'est ce que font les meilleurs investisseurs, c'est ce que font les fonds, les investisseurs aguerris, c'est toujours rentrer en plusieurs fois. Définir des seuils avec notamment l'analyse technique, pourquoi pas, là ça peut être utilisé. Par exemple, si on prend le cas de, je sais pas moi, par exemple voilà, de MSCI qui est par exemple une magnifique entreprise, pardon, MSCI, ou alors on peut prendre voilà, Transdigm aussi également. On peut voilà, définir plusieurs zones de support, voilà, parfait ici, plusieurs zones de support, on peut dire, bah, écoutez, on va rentrer à 3 fois ici, comme ça, bah, si jamais ça baisse jusqu'ici, j'ai ma part, si ça baisse jusqu'ici, j'en reprends un deuxième, et puis si jamais ça ne baisse pas autant, bah, c'est pas grave, j'aurai que 2/3 de ma ligne qui sera constituée, mais au moins, j'aurai pas pris de risque à investir qu'à un seul endroit et que le prix baisse et que je puisse pas réinvestir après. Donc voilà, c'est toujours hyper important d'investir en plusieurs fois. Et puis si jamais du coup, ben, en fait le prix baisse, voilà, jusqu'ici, ben, au moins vous aurez investi à chaque palier et donc vous aurez un prix d'achat qui devient de plus en plus bas. Donc ça c'est assez important. Donc faites attention toujours, n'investissez pas tout d'un coup, investissez vraiment par palier, c'est vraiment la meilleure façon de ne pas être frustré. En fait le pire des scénarios qui peut se passer en investissant par palier, c'est tout simplement de ne pas être assez investi sur une entreprise qui a explosé. Voilà, moi c'est mon cas par exemple avec Amazon. J'aurais dû investir un peu plus et au final bah, j'ai un peu moins investi que prévu, mais par contre j'ai quand même voilà, une plus-value assez intéressante au bout de quelques mois. Donc est-ce que je peux m'en vouloir de ne pas avoir assez investi? Non, parce qu'en fait si j'avais beaucoup trop investi, ça aurait fait comme Téléperformance où par exemple bah là j'aurais des grosses moins-values et bah là bah, c'est quand même plus compliqué à gérer. Donc dites-vous une chose, c'est que vous serez beaucoup moins frustré de ne pas avoir assez investi sur une entreprise qui monte que d'avoir trop investi sur une entreprise qui se casse la gueule. Voilà, ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Ça peut paraître logique dit comme ça, mais en fait quand on investit son argent, on a une mentalité complètement différente, on a des émotions qui s'ajoutent à ça, et donc c'est complètement différent. Donc vraiment faites attention à ne pas tout investir d'un seul coup, à prendre du temps. Même si vous ratez des opportunités, dites-vous une chose, c'est que vous raterez tout le temps des opportunités. Le train va souvent partir sans vous et le but c'est pas de prendre tous les trains, mais celui qui vous amènera le plus loin. Voilà. Ne me remerciez pas pour la citation, c'était cadeau. Donc faites vraiment attention à ça. D'autres éléments que je voulais vous dire, c'est donc voilà, acheter des actions avec lesquelles on est à l'aise et c'est peut-être ça le conseil le plus important. Achetez des actions avec lesquelles vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas besoin de regarder le cours de l'action tous les jours. Quand j'ai par exemple du AutoZone ou du Visa en portefeuille, c'est des actions qui sont extrêmement stables, qui ont un avantage concurrentiel important. J'ai pas besoin de les regarder tous les jours parce que je connais leur business. Alors de manière générale, j'ai pas besoin de regarder le cours de mes actions tous les jours, mais là, on va dire que c'est encore moins le cas avec celle-là parce que je suis hyper à l'aise. Pourtant, par contre, il y a des entreprises dans mon portefeuille avec lesquelles je suis moins à l'aise parce qu'elles sont sujettes à des risques. Des risques assez importants et donc là ben voilà, moi je me sens un peu moins à l'aise en tout cas quand on est en moins-value. Et dites-vous une chose, c'est que une citation de John Maynard Keynes, donc un économiste très connu, c'est en gros que les marchés seront solvables beaucoup plus longtemps que vous ne pourrez vous le permettre. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait le marché pourra rester, enfin par exemple imaginons Novo Nordisk, si vous en avez acheté sur les 80, sur les 120 dollars par exemple et que là le prix est à 80 dollars, en fait le prix peut rester inférieur à votre prix d'achat beaucoup plus longtemps en fait que vous ne pourrez vous permettre d'être en moins-value. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous n'êtes pas à l'aise avec une action, vous risquez de vendre votre action au pire moment. Et le pire moment, c'est quoi? Du coup, c'est en moins-value et probablement avant que l'action remonte. Donc faites très attention aux actions que vous achetez. Encore une fois, si il faut que vous laissiez partir le train sans vous, faites-le. Mais il vaut mieux, encore une fois, rater une opportunité que plonger peut-être la première dans une entreprise avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise et qui se casse la gueule. Voilà, ça c'est le pire scénario qui peut se produire. Investissez dans des entreprises qui vous permettent d'être à l'aise et investissez dans des entreprises où vous êtes à l'aise même en période de moins-value. Et je vous promets que votre investissement il sera complètement différent et vous serez beaucoup plus à l'aise avec votre portefeuille. Voilà, je pense que là j'en arrive à peu près à 2h40 de vidéo. Je pense que voilà,
va falloir que je fasse un peu de montage. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les conseils vous ont aidé. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je sais que cette vidéo est un peu digeste, enfin peu digeste au contraire. Je vais essayer de raccourcir au maximum, faire des cuts. Mais voilà, en fait, pour investir en bourse, c'est quand même un sujet qui est assez sensible. Vous allez mettre de votre argent. C'est de l'argent que vous avez gagné durement, que vous avez économisé. Peut-être que vous avez hérité ou gagné au loto, peu importe, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est de l'argent, donc il faut quand même y faire attention. C'est pour ça que je préfère faire une vidéo de 2 heures, 2 heures et demie plutôt qu'une vidéo à l'arrache de 20 minutes où en fait je vous dis n'importe quoi. Donc voilà, faites vraiment attention à votre argent. Je pense que là, avec toutes les informations, vous avez suffisamment d'informations qualitatives pour commencer à vous lancer en bourse. Maintenant, moi je vous souhaite que de la réussite, que de la chance et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!